Bienvenue dans le podcast de Gills Records des musiciens DIY. Aujourd'hui, c'est un grand événement, c'est un épisode spécial pour un rassemblement caritatif des podcasteurs et podcasteuses, le Podcaston. Feel free. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour à toutes et tous, ça me fait plaisir de vous retrouver ainsi que les nouveaux qui découvrent ce podcast pour cet épisode spécial qui va être plus long que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Alors je me présente, moi je suis Guylaine Robin, créatrice animatrice du podcast Gills Records des musiciens DIY, le podcast des musiciens indépendants, et aujourd'hui je participe donc à cet épisode spécial où on ne va pas parler de musique directement, même si on va en parler un peu au travers d'une association, mais voilà, on va parler principalement de grandes causes, d'associations, de solidarité, et c'est un épisode donc spécial pour l'événement, le plus grand rassemblement caritatif francophone qui s'appelle le Podcaston. Alors le Podcaston, c'est un rassemblement de plusieurs centaines de podcasts. En 2023, il y a eu plus de 300 podcasteurs et podcasteuses, donc y compris des très populaires qui ont mis en ligne donc des épisodes hors série. Et l'objectif, c'est de faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts pour faire une opération événementielle sans but lucratif et faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes. Et donc, moi, c'est ma première participation au Podcaston 2024 et je ne souhaitais pas vous parler que d'une association parce que je suis touché par plusieurs sujets. Il y a plusieurs causes que je soutiens régulièrement, quels que soient les moyens de soutien. Et donc, je voulais profiter de ce moment pour vous parler de 4 associations qui s'occupent de causes qui me touchent de près ou de loin. Donc dans cet épisode spécial du podcast des musiciens DIY, je vais vous parler même indirectement d'une association au travers d'une maladie et le vécu d'une personne malade qui est ma sœur, qui a la maladie qui s'appelle la myasthénie. Et donc on va parler dans une longue interview d'environ 1h, 1h20 de son vécu, que ce soit sociétal, médical et du vécu de personnes donc touchées par la maladie et qui se retrouvent souvent en situation de handicap en France et puis à travers le monde. Et c'est très important pour moi cette interview parce que ça permet aussi pour ceux qui sont pas proches de personnes malades de comprendre un peu ce qu'elles peuvent vivre au quotidien et de personnes qui sont un peu isolées aussi, de pouvoir avoir un retour qui va sûrement résonner chez elles ou chez eux. Donc les 4 associations que je vais vous faire découvrir, donc il y a tout d'abord Playing for Change qui est une fondation qui permet d'éduquer le monde grâce à la musique dans les pays défavorisés. On va parler donc de l'AFM, l'AFM Téléthon, qui permet de travailler sur toutes les maladies et la recherche autour de la myopathie entre autres, et donc de parler directement de la myasthénie, donc cette maladie auto-immune sur laquelle on va faire le focus, et pour parler surtout autour du vécu de la personne malade. On va parler ensuite de la SPA, donc la Société protectrice des animaux, et de ces refuges parce que j'aimerais faire focus sur quelques points qui me semblent très importants et dont on ne parle pas assez autour du bien-être animal et de conseils que j'aimerais vous donner. Et enfin, j'aimerais terminer avec une grande cause que j'ai découvert il y a très peu de temps, il y a même pas un mois pour vous dire, qui s'appelle Nayestan. Et Nayestan, c'est une association qui aide les femmes et les filles afghanes autour de l'éducation et permettent aux enseignantes de continuer à exercer leur profession dans des conditions un peu informelles, si je puis dire. Mais je vais vous détailler un peu tout ça dans chacune des présentations. En tout cas, je compte sur vous pour partager au maximum, pour encourager toutes ces associations, si elles vous touchent aussi. Mais l'encouragement, c'est pas que des dons financiers, ça peut être aussi du partage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les technologies qu'on a, en parler autour de vous, peut-être devenir bénévole de ces associations, apporter un coup de main. Et je voulais aussi dire bravo à l'équipe du Podcaston qui propose cet événement caritatif pour son engagement, le soutien aux podcasts participants et la visibilité qu'ils offrent à toutes ces associations. Donc, je sais que c'est un peu long, qu'on vit à une époque où la durée d'attention, a priori, des gens est de moins de 8 secondes, avec tous les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les shorts, etc. Mais cet épisode est vraiment très important
pour moi, mais surtout pour les personnes qui gèrent ces associations, voilà, parce que elles m'ont pas demandé de parler d'elles, c'est moi qui ai décidé, et puis parce que c'est aussi pour les mettre un peu à l'honneur, leur apporter un peu de visibilité avec mes moyens, et surtout les féliciter pour tout ce qu'ils font, et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter un petit peu ce que font les autres, ce qu'ils apportent au monde, et l'interview aussi qui va être faite avec Magali sur la myasthénie et le vécu de la maladie est tout aussi important pour comprendre le monde qui vous entoure. Donc, pendant un moment, bloquez-vous peut-être 2 heures de temps, posez-vous, ou écoutez-le en plusieurs fois, même si vous voulez, mais je vous invite vraiment à découvrir ces associations et ce qu'elles font, parce que c'est très important dans un monde de plus en plus individualiste et égocentré de se rendre compte que il se passe des choses autour, des choses graves, des choses belles aussi grâce à toutes ces associations, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On démarre cet épisode avec une fondation que je soutiens financièrement et solidairement depuis l'année 2018. Alors, je suis vraiment ravie de partager avec vous aujourd'hui l'histoire inspirante de cette organisation et l'impact incroyable qu'elle peut avoir à travers le monde. Vous en avez sûrement déjà entendu parler d'une façon un peu détournée parce qu'ils font des vidéos musicales avec des artistes dans le monde entier. Et la vidéo les plus connue avec des millions de vues sur YouTube est une reprise de Stand By Me qui date d'il y a 15 ans. Je voulais vous mettre un extrait, mais j'ai peur qu'on soit bloqué sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, donc je ne mettrai pas d'extrait, mais je vous mets les liens à chaque fois de chaque association et des vidéos et de tout ce dont je parle dans le descriptif du podcast. La vidéo donc la plus connue date déjà d'il y a 15 ans, et cette fondation dont je vous parle, c'est la fondation Playing for Change, qui est une organisation à but non lucratif fondée en 2007 par Mark Johnson et Whitney Kronk, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et qui vise à créer un changement positif à travers la musique en reliant les gens à travers le monde, en surmontant les barrières culturelles et en inspirant l'unité et la paix. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis musicienne également, donc forcément, je suis quelqu'un d'hypersensible, de très empathique, et toute cette question de changer le monde grâce à la musique, j'y crois fortement, même si nous sommes dans des pays où on met beaucoup en avant tout ce qui est sport, mais souvent très peu la musique. Et donc, je trouvais ça super, cette idée de fondation et des actions qui sont mises en place. Donc, leur mission, vous avez compris, c'est de créer un impact positif à travers la musique et l'éducation, en particulier dans les communautés défavorisées. Et Playing for Change, je crois fermement que la musique a le pouvoir de transformer les vies et rassembler les personnes de toutes origines. Et j'y crois aussi fortement, et peut-être que vous aussi. D'ailleurs, la science a montré que l'apprentissage de la musique profite aux gens à de nombreux niveaux différents, qu'il s'agisse d'améliorer les capacités cognitives des enfants, des adolescents et des adultes, ou améliorer la mémoire, la littératie, la créativité, la confiance en soi et les compétences de collaboration. Donc le pouvoir de la musique a été démontré par des centaines d'études scientifiques, et c'est ce que nous dit aussi le site de Playing for Change. Et moi-même, ayant fait des études de psychologie, je ne peux qu'approuver tout cela. Alors, que fait Playing for Change aujourd'hui ? Ils font des enregistrements autour du monde. Je vous ai parlé de cette vidéo de Stand By Me, il y en a des milliers. Et il y a même des artistes connus maintenant qui participent à leurs vidéos avec des artistes indépendants et des musiciens indépendants qui sont moins connus, en tout cas chez nous. Il y a Bono qui a participé. Il y a plein d'autres artistes, en fait, qui ont participé, des groupes qui ont participé. Et donc, Playing for Change enregistre comme ça des musiciens de rue. Ils vont des fois trouver des musiciens qui sont inconnus pour participer aux vidéos, des chanteurs locaux, des artistes dans le monde entier. Ils créent des bouts comme ça de vidéos où chacun chante des parties et ensuite ils vont compiler avec un montage vidéo ces enregistrements. Il y a même des tribus d'Afrique, par exemple, dans certaines vidéos. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'on a quelqu'un en Italie, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un en Afrique. On a des gens de partout en Chine, etc., qui se lient ensemble pour créer une musique à distance et donc ils compilent ces enregistrements pour créer des vidéos musicales uniques. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à voir parce que ça montre ce lien et cette paix qu'on peut apporter grâce à la musique. Donc Playing for Change fait aussi, surtout, ces vidéos leur permettent de faire connaître aussi la fondation parce qu'ils mettent en place des programmes éducatifs dans les communautés où ils travaillent et offrent aux enfants l'accès à la musique et à l'éducation artistique. Donc ils vont construire des écoles de musique dans des endroits
où elles sont le plus nécessaires pour offrir aux enfants la possibilité d'apprendre et de s'exprimer à travers la musique. Et au-delà de cette éducation musicale artistique, ils répondent à des besoins aussi essentiels des communautés qu'ils servent en fournissant des fournitures d'urgence, des soins médicaux et un soutien humanitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Playing for Change, c'est 27 programmes musicaux dans 19 pays et qu'il y a eu un impact positif sur plus de 40 000 vies depuis 2007, dont plus de 3 500 jeunes grâce à la programmation régulière. Ils emploient plus de 200 personnes, enseignants et leaders communautaires localement dans les différents sites du programme, notamment au Mali, au Maroc, au Ghana, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Népal, au Bangladesh, en Thaïlande, au Mexique, au Brésil ou encore en Argentine. Alors pour les musiciens qui nous écoutent ou les lieux qui peuvent recevoir ce genre d'événement, il faut savoir que chaque année, la fondation organise le Playing for Change Day. Donc il y a aussi un site internet, en général c'est en septembre. C'est un peu comme pour le Téléthon ou pour le Podcaston, voilà, c'est un moment dans l'année. Eh bien on fait une grande cause mondiale, on va dire. Et ce programme, en fait, permet à tout à chacun, si vous êtes musicien ou si vous êtes un lieu, d'organiser un événement pour récolter des fonds ou pour faire parler du Playing for Change. Alors, moi, à l'époque, j'avais une association qui s'appelait Musard 21. En 2018-2019, j'avais créé 2 concerts caritatifs pour le Playing for Change Day mondial. Et c'était un des rares événements organisés en France. En France, il n'y en a pas beaucoup encore, malheureusement. Et j'ai envie de croire quand même que les artistes sont assez solidaires et sont prêts à faire ce genre d'événement. Et je remercie encore tous les groupes et artistes qui ont participé aux 2 Playing for Change qu'on a pu organiser et les lieux qui nous ont accueillis très gentiment. Enfin, voilà, c'est assez simple. Chaque année, que vous soyez musicien, un lieu pour organiser un Playing for Change Day, vous pouvez inviter des artistes, parler de la fondation, participer à cette grande cause qui est quand même de changer le monde grâce à la musique, donc c'est pas rien. Et donc, vous pouvez aller sur leur site, vous inscrire. En plus, ils sont top parce que c'est comme le Podcaston, ils sont très présents pour les gens qui participent à ces événements. Ils vont vous donner des outils pour communiquer, ils vont vous mettre en avant, ils vont parler de vous. Et voilà, c'est un échange qui est vraiment très sympa. Et puis bon, ça permet de participer, de se dire que le jour-là, il y a quand même une sacrée énergie musicale parce que dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de faire de la musique, de chanter, de jouer pour cette grande cause. Donc grâce à leurs efforts, Playing for Change a touché la vie de nombreuses personnes à travers le monde, offrant un espoir, une inspiration, une éducation là où c'est souvent difficile à trouver. Et on peut donc les aider à porter ce message d'espoir. Donc si vous voulez comme moi les soutenir, vous pouvez payer un accès membre aussi chaque année. Je crois que c'est 50 € environ ou dollars. Vous pouvez faire des dons quand vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi participer au Playing for Change Day où vous pouvez juste parler des actions qu'ils font. N'oubliez pas que rien que de partager, de porter la voix de ces associations, c'est déjà aussi souvent une grande aide pour eux. Et je rappelle que tous les liens sont en commentaire du podcast. Dans le cadre de cet épisode spécial du podcast des musiciens DIY pour le Podcaston, j'ai l'honneur d'accueillir maintenant une invitée très spéciale pour moi puisque c'est ma sœur Magali qui va nous partager son expérience très personnelle avec sa maladie qui a profondément touché sa vie mais aussi notre famille qui est la myasthénie, une maladie auto-immune rare. À travers son récit, on va explorer non seulement les défis médicaux et sociaux qu'elle a dû affronter ou qu'elle affronte encore aujourd'hui, mais aussi le rôle d'associations qui soutiennent les personnes atteintes de cette maladie. C'est une histoire de lutte, de résilience et d'espoir qui va peut-être résonner aussi chez vous, touchés de près ou de loin par la maladie, ou pour mieux comprendre les personnes en situation de handicap du fait de leur maladie et de leur entourage. Car il ne faut pas oublier que la maladie provoque des conditions menant au handicap et que ça peut impacter forcément le quotidien, ou fortement même le quotidien. Selon donc les résultats de l'étude Stamina, publiée sur le site de l'AFM, près de 23 000 personnes seraient atteintes de myasthénie en France, soit une personne sur 3 000. La myasthénie débute le plus souvent entre 20 et 40 ans, et chaque personne peut vivre la maladie différemment. Les muscles atteints ne sont pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Donc moi, je vais me détacher un peu de ma position de sœur pour poser les questions et relancer sur ton récit, comme si je ne connaissais pas la situation. Parce que sinon, forcément, il y a des questions que je ne penserai pas à te poser puisque je connais déjà les réponses. Bonjour Magali. Bonjour Guylaine. Ça va? Bah oui, toi? Bah oui, ça va bien. Je te remercie déjà d'être là et de nous partager tout ça ensemble.
Moi, je te remercie de m'interviewer parce que c'est toi aussi qui subis à travers moi. Oui, enfin, si on peut dire subir, mais du- oui, parce qu'en même temps, grâce à toi, Super. ça m'a aussi Ouais, ouvert, les yeux sur beaucoup de choses, on va dire humainement. Voilà. Donc c'est vrai que d'un côté, il y a du positif aussi. Mais il y a toujours du positif dans tout. Tout à fait, tout à fait. Et on va commencer, si tu veux bien, à parler un peu de la jeunesse, parce que bon, le but, voilà, c'est de parler un peu de ton vécu, de ton expérience avec ce sujet. Et une des premières choses, quand on tombe malade, c'est déjà de comprendre ce qui nous arrive quand la maladie arrive, et parfois des difficultés, détection des pathologies ou de la maladie en elle-même. Est-ce que tu peux un petit peu alors on va pas forcément tout détailler pendant le podcast, mais pour que les gens puissent comprendre un petit peu toutes ces étapes, comment tu as vécu un peu les choses, et est-ce que tu as été face à ces difficultés Alors, déjà, je vais juste apporter une petite précision. La myasthénie, c'est donc une maladie auto-immune, orpheline. Elle est passée de rare à orpheline parce qu'on est un peu plus nombreux à être diagnostiqués aujourd'hui. Et puis, elle se décompose en trois sortes de myasthénie différentes, en fait. Il y a la myasthénie avec alors je vais employer des mots un peu barbares, avec antirécepteurs à l'acétylcholine. C'est celle que j'ai moi. Il y a une myasthénie avec des antirécepteurs qui s'appellent les antimusques. Et il y a la myasthénie bulbaire. Alors, la bulbaire, j'en parlerai un peu moins parce que je la connais moins, mais c'est une partie du cerveau, a priori, qui serait aussi en lien avec les autres symptômes de la myasthénie. Donc, c'est trois myasthénies différentes qui réagissent complètement différemment. Et en plus, elles sont totalement différentes aussi d'une personne à une autre. Parce que déjà, en tant qu'être humain, on est tous différents. particuliers. Et donc, de fait, la myasthénie réagit différemment aussi. Alors, pour ce qui est de ma part, mais c'est vrai que, juste excuse-moi, c'est vrai que j'ai même pas pensé, tu vois, connaissant le sujet, à dire en quelques mots ce qu'était la myasthénie. Donc j'ai dit que c'était une maladie auto-immune, mais j'ai pas détaillé, je m'en excuse. Là, il y a pas je vais te faire un résumé très simple. Voilà. En fait, ma façon de l'expliquer en règle générale. Après, il y a plein d'autres façons de l'expliquer, mais pour la mienne en tout cas, c'est une maladie auto-immune qui est générée par une fabrication en surdose d'anticorps que normalement on n'a plus en grandissant, ce que tout le monde appelle communément le riz de veau, c'est-à-dire c'est une glande au niveau du thorax qui fait nos anticorps quand on est enfant, etc. Et normalement à l'adolescence, cette glande, elle se réduit jusqu'à disparaître, sauf chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Et donc, en général, on enlève justement cette glande-là qui s'appelle le thymus. Parfois, ça peut améliorer les maladies. Parfois, ça fait juste, ça permet de stabiliser ou de rendre plus efficients les traitements. Et tout ça pour dire que ces anticorps se mettent au niveau de la plaque motrice. Donc, en fait, les myasthéniques n'ont pas de dégénérescence ni du nerf ni du muscle. Ce qui fait que si on n'avait pas nos anticorps, on serait en parfaite santé. C'est juste les anticorps qui se mettent entre le nerf et le muscle et qui empêchent l'ordre du nerf de passer dans le muscle. Ce qui revient un petit peu au principe de la marionnette, c'est-à-dire que tant qu'on nous tient les ficelles, on fonctionne. On lâche les ficelles, pouf, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est une fatigabilité musculaire à l'effort et aux gestes répétés. Ça peut toucher simplement le visage, les yeux, la bouche. Ça peut toucher tout le corps, ça peut toucher que les jambes. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre et plus ou moins fort d'une personne à l'autre. Ça, c'est le principe de la myasthénie. Voilà. Et parfois, on entend... j'ai déjà entendu des gens dire « Ah oui, c'est un peu comme la sclérose en plaques » ou ce genre de choses. Est-ce que c'est un peu de la même famille ? Peut-être les gens connaissent plus les maladies-là. C'est assez souvent assimilé à une sclérose en plaques. Elles sont très jumelles dans le sens où les symptômes sont très, très sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que on a donc une fatigabilité musculaire, des chutes, des pertes de préhension au niveau des mains, des mouvements peut-être saccadés, des difficultés à la marche, etc. Enfin, les symptômes liés à ces pathologies-là sont similaires. La différence, c'est que
je vulgarise énormément, hein, Oui, je ne vais oui. pas dans la subtilité de chaque cas, mais pour faire gros, de la myasthénie, donc comme je disais, il n'y a pas de dégénérescence ni du nerf, ni du muscle. Donc quand on fait c'est des maladies qui fonctionnent par poussée, donc elles peuvent être calmes par moment, et puis d'un seul coup faire des poussées, donc aggraver les symptômes, et revenir calme, etc. Donc c'est un peu en dents de scie. Et dans la myasthénie, quand il y a une poussée, quand on revient après poussée, on revient à l'état d'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déperdition de nerfs, de muscles. Nos gestes reviennent comme ils étaient avant. Par contre, la sclérose en plaques, c'est une dégénérescence de la myéline, ce qu'on appelle la gaine qui est autour du nerf. Et généralement, les sclérosés, quand ils ont une poussée, ce qu'ils ont perdu pendant la poussée, ils ne le retrouvent pas après. D'accord. C'est la grosse différence qu'il y a entre les deux. Donc forcément, c'est pas les mêmes traitements, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est voilà, il y a des choses communes, mais Non. c'est pas. Voilà. En fait, la difficulté entre les deux, c'est que souvent, ça, je crois on en reparlera un petit peu plus tard. Souvent, c'est ce qui complique un peu la pose du diagnostic. C'est que dans les maladies auto-immunes, il y a énormément de symptômes qui sont similaires d'une pathologie à l'autre. Et de fait, pour trouver la bonne pathologie, c'est parfois très, très compliqué et ça peut prendre énormément de temps. Et donc, pour en revenir à ta question du départ, ma genèse, en fait, moi, je suis tombée malade, j'avais 17 ans. J'étais quelqu'un de sportif, je faisais de la danse classique, je faisais de la gymnastique, etc. Et un jour, en répétition de danse, je suis tombée. Mais vraiment, le principe de cette marionnette, c'est-à-dire que plus rien, quoi, plus rien ne répondait. Je me suis relevée, j'ai recommencé, je suis retombée, etc. Et de là a commencé ce qu'on appelle l'errance de diagnostic, c'est-à-dire que j'ai vu certains médecins qui ont essayé de trouver, mais sans trop chercher, parce que comme c'était une maladie orpheline, ce n'était pas très connu, donc il faut chercher un marqueur particulier d'anticorps, et tous les médecins n'y pensent pas parce que c'est assez rare. Donc ça, juste, excuse-moi de te couper, c'était il y a à peu près combien d'années pour les gens pour qu'ils se rendent compte? Alors, moi, oui, donc du coup, je suis tombée malade à 17 ans et j'en ai 50 aujourd'hui. Donc, c'est pour se rendre compte, pour voir est-ce que ça a évolué ou pas aussi. Oui, voilà, tout à fait. C'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a eu des évolutions et j'ai eu la chance de voir ces évolutions. Et je pense que peut-être ceux qui sont malades aujourd'hui, ils sont un peu mieux encadrés. En tout cas, ils arrivent à trouver plus facilement des réponses qu'il y a 35 ans en arrière. Mais effectivement, il y a 35 ans en arrière, on avait donc moins de médecins qui connaissaient la pathologie. Il y avait moins de traitements aussi qui étaient en place. Il y avait moins d'encadrement, il y avait moins de soutien. Et puis, pour une fois, il faut rendre hommage aussi aux réseaux sociaux qui ont permis aussi aux malades de pouvoir créer des groupes et de discuter entre eux, parce que bien souvent, on est très éparpillés. Donc, et ça permet de discuter avec d'autres porteurs de la maladie, qui soient en France ou même dans des pays étrangers. On a beaucoup, moi je suis sur un site qui s'appelle Les Amis de la myasthénie, qui est relié à l'organisation de l'AFN Téléthon. Et ce site permet d'échanger entre malades et de se poser des questions, de partager son quotidien, ses difficultés, et également d'échanger avec des malades qui sont d'autres pays et qui rencontrent d'autres difficultés. Et en l'occurrence, je pense à quelque chose d'important qui est l'accès aux médicaments. Parce qu'en France, on se plaint beaucoup de notre service de santé, mais il faut savoir quand même qu'on est quand même des privilégiés par rapport à nos traitements, qu'on arrive à retrouver assez facilement, sauf quand ils sont en rupture de fabrication. Mais ouais. Sinon, ça, c'est un autre sujet. Mais on a quand même accès à nos traitements relativement simplement, alors que dans d'autres pays, il faut savoir que les traitements que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, dans d'autres pays limitrophes de la France, pour les avoir, il faut les payer, voire ils n'existent pas du tout. Ouais. Donc moi, t'as un ordre d'idée, par exemple, pour que les gens se rendent bien compte, je sais qu'avec la sécurité sociale, tout ça, on se rend plus compte du coût des médicaments derrière, mais je sais pas si tu peux le dire ou pas, mais un ordre de prix comme ça pour un traitement. Alors, j'ai pas connaissance des tarifs à l'heure d'aujourd'hui de
de mes traitements, mais je sais que la pharmacie m'a souvent dit, surtout ne vous faites pas cambrioler en sortant parce que vous en avez pour de l'argent dans votre sac. Je pense qu'à moi toute seule, je fais le trou de la sécu. Hein. Non, mais c'est quand même un sujet parce que c'est vrai que ce qu'on voit aussi dans les maladies rares, hein, excuse-moi parce que je saute un peu, mais c'est que parfois, faut le dire aussi, c'est qu'il y a des médicaments dont on stoppe la production parce qu'il n'y a pas assez de monde malade, parce que ça coûte trop cher, et ça, c'est dramatique aussi. Et toi, tu l'as vu avec un des traitements que tu prenais qui a été arrêté. Plusieurs. J'ai plusieurs traitements qui ont été arrêtés complètement parce qu'on n'était pas assez d'utilisateurs par rapport au coût de fabrication. Et il y en a un dernièrement là, qui a été arrêté qui... en fait, pour être plus clair, j'ai un traitement. Alors, chaque myasthénique peut avoir des traitements complètement différents. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a évolué et qu'on a, grâce à la recherche, grâce aux dons, grâce à plein de choses, on arrive à avoir des traitements divers et variés qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, chaque myasthénie a un peu un traitement qui lui est adapté en fonction des contraintes qu'il rencontre dans son quotidien avec sa maladie. Pour faire clair, moi aujourd'hui, j'ai plusieurs médicaments mélangés. J'ai un médicament qui est propre à la myasthénie, j'ai un immunosuppresseur, c'est un autre comprimé, et puis j'ai des perfusions tous les 15 jours d'immunoglobulines. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les donneurs de sang parce que c'est grâce à eux que j'ai mon traitement. Parce qu'il faut savoir que c'est des médicaments qui sont biotechnologiques et donc qui sont des dérivés sanguins. Et si on n'avait pas de donneurs de sang, on n'aurait pas de médicaments. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, avant que tu me le dises, on ne pense pas qu'on va faire un don du sang, ça va permettre de créer des médicaments. Oui, c'est pas que le don du sang, c'est pas que des poches de sang qu'on injecte dans des opérations. Ça sert aussi justement à la fabrication des médicaments comme celui que j'ai aujourd'hui qui me permet de marcher. Ce que je n'avais pas il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais encore en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je marche. Oui. Donc, c'est quand même un sacré progrès. Mais effectivement, donc il y a plusieurs prescriptions possibles. Et de temps en temps, il arrive que dans ces prescriptions, il y en ait un qui soit arrêté et qui, parfois, souvent même, n'est pas remplacé parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe pour le remplacer. Donc, c'est un peu une difficulté. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est une pathologie qui est peu connue, qui est peu répandue et où il y a peu de traitement. Donc ça reste un sujet qui est compliqué. Mais heureusement, grâce aux associations, en l'occurrence à l'AFM et au Téléthon, grâce aux réseaux sociaux et en particulier, donc, je pense aux amis de la myasthénie, qui sensibilisent aussi les services médicaux, les médecins et autres, on arrive aujourd'hui à avoir quand même énormément de recherches qui sont réalisées dans ce domaine-là. Et par le biais aussi, ça c'est important de le dire aussi, par le biais aussi d'autres pathologies pour lesquelles on fait des recherches, il peut y avoir des retombées après pour la nôtre. Justement, il y a beaucoup de recherches faites au niveau de la sclérose en plaques. Et parfois, les résultats ou les échecs, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi un peu comme la tarte tatin qui était un échec à la base. Et dans la recherche, c'est pareil. Il y a des fois des échecs pour certaines recherches qui étaient à la base définies, qui peuvent finalement servir pour d'autres, qui seront une réussite pour d'autres. Donc, la recherche, elle ne touche pas qu'un seul domaine, elle touche tout le monde et elle peut servir à tout le monde et à même des personnes qui ont des pathologies cardiaques, oculaires. Oui, parce que je crois qu'il y a c'était pas la myopie ou je sais plus, des problèmes oculaires comme ça que la recherche, Téléthon, etc. avait pu... Alors, c'est pas la myopie, mais j'ai plus le nom en tête de la pathologie qui avait été effectivement... qui peut être traitée grâce à la recherche qui a été faite au niveau de la myasthénie. Voilà, sur quelque chose qui n'a rien à voir. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut même servir pour des cancers, ça peut servir pour plein de choses. Effectivement, quand une recherche est faite pour une pathologie en particulier, en fait, il y a plein de ramifications qui vont se faire et qui vont amener peut-être à aller se pencher sur autre chose ou qui va peut-être servir à autre chose. Donc c'est vraiment pas quelque chose de fermé et ça peut vraiment servir à tous. Donc, merci aux donneurs, merci aux donateurs
merci aux chercheurs. En plus, j'ai eu l'occasion il y a 30 ans maintenant de rencontrer un jeune chercheur qui est devenu quelqu'un de très connu maintenant au Téléthon, que je n'ai jamais revu depuis malheureusement, qui s'appelle le professeur Braun. Je le remercie infiniment parce que j'ai eu la chance, quand je l'ai rencontré lors d'une manifestation par le biais du Téléthon et de l'AFM, j'ai eu la chance de le rencontrer et de m'apercevoir que c'était un chercheur d'une très, très grande humanité et très sensible de ce que pouvaient vivre les malades et vraiment dans la nécessité de mettre un visage justement sur les maladies pour pouvoir aller encore plus loin dans ses recherches. Ouais, même lui, de humaniser ce qu'il faisait, son métier. Parce que souvent, il y a quand même ce côté où on a l'impression que le corps médical, il est un petit peu, bon, des fois pour se protéger aussi de tout ce qu'ils sont confrontés, mais quand on parlait de la jeunesse tout à l'heure, toi, tu l'as rencontré dans ton parcours, et que tu parlais de l'errance médicale, du diagnostic, tu as été confronté à pas toujours de la bienveillance, on va dire, vis-à-vis du corps médical. Non, effectivement, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été prise en main par des personnes diverses et variées, grâce aussi à mon entourage, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et au début de ma pathologie, les premiers médecins qui m'ont suivi, ils ne savaient pas du tout ce que j'avais, ils me faisaient pas les examens qui étaient nécessaires pour me diagnostiquer. Et moi, j'ai subi une errance de diagnostic d'un peu plus de 2 ans avant de savoir exactement ce que j'avais. Et j'ai même, on m'a catégorisée de folle, mais vraiment dans le terme pathologique de l'hystérie, hein. J'ai vraiment été diagnostiquée folle et on m'a même envoyée en psychiatrie, à l'hôpital psychiatrique pendant 1 mois. C'était il y a, tu te dis, c'est quand même fou, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça en soi. C'était il y a 30 ans, oui. Voilà, il y a 30 ans, donc voilà, on n'était pas dans les années 20 ou 30, quoi. Et ce qui est dramatique en plus, c'est que au-delà d'avoir été dans un service psychiatrique pendant 1 an, alors que je ne suis pas plus folle que la moyenne. Hein, on est un peu foufou dans la famille, mais bon. Voilà, juste qu'il faut. Ce qui est dramatique, c'est qu'on voulait me donner des traitements qui sont complètement contre-indiqués avec la myasthénie. Et j'aurais pu en mourir si je les avais pris. Donc c'est là où on se dit, effectivement, c'est compliqué. Après, je cherche pas à défendre qui que ce soit, mais à décharge des services médicaux, quels qu'ils soient, c'est compliqué parce que les maladies auto-immunes et neurologiques ou neuromusculaires, elles sont extrêmement nombreuses et elles présentent toutes les mêmes symptômes quasiment à la base. Oui, c'est ce que tu expliquais un peu au début. Voilà. Et c'est très, très difficile d'avoir le bon diagnostic. Et je pense qu'un médecin, il ne peut pas tout connaître non plus. Ce n'est pas possible, il y en a tellement que… Mais ce que je reproche un peu, c'est pas tant de ne pas savoir, c'est de ne pas avoir le courage de dire je ne sais pas, de l'admettre. Je vous envoie vers quelqu'un d'autre pour avoir une autre vision de ce que vous pourriez avoir. C'est un peu ça, moi, mon regret. Parce que il faut rappeler qu'on habitait donc un peu à la campagne quand même, donc voilà, on n'était pas dans une grande ville comme Paris, Lyon, Bordeaux ou autre, avec des grands hôpitaux renommés, des grands chercheurs renommés. Et toi, c'est quand même ça qui a été le déclencheur, c'est le moment où tu as été à Paris. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être prise en main par des spécialistes à Paris qui étaient extraordinaires. Et à l'époque, paix à son âme, puisqu'il n'est plus là aujourd'hui, mais le médecin qui m'avait reçu à l'époque, il était d'une efficacité absolument extraordinaire parce qu'il a posé son diagnostic en exactement 2 secondes, juste en me regardant. Bon, alors que ça faisait 2 ans que tu attendais quand même, 2 ans d'errance. 2 ans que j'attendais, etc. Mais ça a été une pose de diagnostic qui était assez… je vais raconter parce que c'était assez drôle. Maintenant, avec le recul, c'était assez drôle. Sur le coup,
c'était un peu moins sympa, mais c'était assez drôle. C'est-à-dire que j'étais dans un très, très grand hôpital parisien, qui est un hôpital universitaire. Et donc, le professeur est rentré dans ma chambre. Alors, je rappelle, j'avais 17 ans, j'étais très loin de chez moi, je quittais ma campagne pour la grande ville, j'étais perdue, j'avais pas forcément des proches autour de moi pour ce moment-là. Et donc, ce fameux médecin rentre dans ma chambre accompagné de sa vingtaine d'élèves. Donc, je me retrouve un peu comme une petite souris sur son lit en train d'être examinée. Et bien poli comme mon papa me l'a appris, je lui fais mon plus beau sourire. Et là, il me regarde sans rien dire. Il se retourne vers ses élèves et il déclare: vous avez vu, elle a un sourire dédaigneux, elle. Et tac, le diagnostic était posé. Oui, c'est un des symptômes de la myasthénie. Quand on est myasthénique, on a un sourire qui tombe et qui fait un peu cette moue dédaigneuse. Et lui, il avait entendu un jour dans une consultation une jeune fille qui venait avec sa maman qui était myasthénique. Et c'est la jeune fille qui disait, en décrivant sa maman, quand elle sourit, on dirait toujours qu'elle fait un peu, qu'elle est renfrognée comme ça, elle a un peu un sourire dédaigneux. Et ça lui est resté. Et en me voyant, il y a pensé tout de suite. Comme quoi, des fois, ça tient un peu de choses. En effet. C'est quand même incroyable de se dire, voilà, juste avec un sourire, que ça a changé, en gros, enfin, quand même un peu ta vie, puisque ça a permis de découvrir c'était quoi la pathologie dont tu souffrais et de pouvoir commencer à mettre en place des traitements. D'autant qu'il faut, pour remettre dans le contexte en plus, donc je reparle de ça il y a 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui le regard est différent, mais il y a 30 ans, la myasthénie, c'était plus considéré comme un petit peu comme un symptôme post-opératoire, en fait. C'est une fatigue post-opératoire pour le corps médical. C'était pas, il ne le connaissait pas sous son caractère pathologique. Et en plus, moi, quand je suis tombée malade, j'étais pas dans la tranche d'âge à l'époque qui était normalement considérée comme étant celle de la myasthénie, parce que j'avais que 17 ans. Et j'étais touchée sur tout mon corps. Normalement, la plupart des gens à l'époque qui étaient diagnostiqués n'étaient touchés qu'au niveau des yeux, donc avec les paupières tombantes et éventuellement quelques difficultés au niveau de la mastication et du port de tête. Mais moi, j'étais touchée sur tout mon corps, à savoir que je n'étais même pas en capacité de lever une fourchette. Ouais. Je ne pouvais pas lever une fourchette, c'était impossible. Tu ne pouvais pas croquer dans une pomme? Je ne pouvais pas croquer dans une pomme, je ne pouvais pas mâcher, j'avais des difficultés à mastiquer, à avaler. Bon, marcher, c'était sur des distances vraiment très restreintes. J'ai même eu des moments où j'arrivais même plus à me laver, puisque c'est toi qui me lavais le dos. Oui, donc, c'est arrivé, oui. Oui. Oui, mais après, moi, une fois, j'ai eu une lombalgie et puis c'était pareil. Bon, voilà, on s'est rendu service. Oui, non, mais bon, c'est pour dire que... Oui, non, c'est important de souligner tout ça parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact de la maladie tous les jours aussi. Voilà, parce que ça ne se voit pas. Il n'y a pas à l'époque, moi, je n'étais pas en fauteuil roulant, mais je ne pouvais rien faire. Et l'expliquer quand on ne peut rien faire, il faut savoir qu'en plus, au départ, la myasthénie, c'était considéré comme une maladie qui ne provoquait pas de douleur. Donc, quand vous allez voir un médecin, puis que il vous dit, vous avez mal où? Puis vous lui dites, en fait, j'ai pas mal, mais je tombe. Et il comprend pas. Il y a rien qui justifie que vous puissiez tomber sans avoir mal, en fait. Mais je parle de ça il y a 30 ans. Hein. Ça a un peu évolué aussi, malheureusement. Mais ça a évolué, oui et non. Des fois, on se demande... surtout même le regard des gens. C'est pour ça que je trouve que c'est important de ne pas être tout seul, de sensibiliser, parce que moi, je l'ai vécu à tes côtés. Le regard des autres, justement, tu parlais de tes pathologies invisibles, du handicap invisible, tous ces sujets. C'est vrai que c'est super dur. Hein. C'est un sujet sur lequel je voulais qu'on parle aussi, à l'impact sur ta vie quotidienne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Voilà, c'est pas évident, quoi. Et même encore aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément évident. Non, c'est pas... ça bouge un peu, on voit des choses différentes, mais c'est vrai que après je pense que c'est le cas, c'est même le cas pour ceux qui j'ai dans mon entourage aussi des amis qui sont en fauteuil pour d'autres pathologies et ils sont confrontés à un autre type de regard. Je pense que quand on n'est pas dans la norme, quelle qu'elle soit la norme,
Oui. On est confronté à des regards d'incompréhension et de peur. Et en fait, je pense que ce qui fait que les gens ne nous regardent pas correctement ou avec cette façon un peu parfois qui peut blesser, c'est simplement parce que pardon, c'est Tu veux un peu simplement d'eau? parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont peur. Ils ont peur que ce soit contagieux, ils ont peur Tu crois qu'il y a des gens qui ont peur que ce soit contagieux? Oui, je pense que moi, je sais que je l'ai déjà entendu, on m'a déjà fait la remarque. Donc, et puis c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension. La compréhension génère la peur, et quand on a peur, ben, on se protège, et on se protège pas toujours de la bonne manière. Et c'est vrai que ça peut. Je pense que ça peut être une explication du regard des autres qui est parfois pesant. Mais c'est vrai que j'ai eu des réflexions quand même assez piquantes, hein, puis en plus, avec une maladie qui ne se voit pas, genre, de toute façon, tu fais du chiquet, tu fais pas d'efforts, tu fais semblant, et puis ceux qui me disaient, ou qui me parlaient plutôt comme si j'étais aussi un petit peu diminuée mentalement. Ouais, comme si tu avais un handicap mental ou cognitif en plus. Voilà, enfin c'est. Ils mélangent un peu. Et puis il y a l'autre côté, parce que il faut savoir rire de tout et de soi-même surtout. Et l'avantage que j'ai eu moi, c'est que heureusement j'ai été énormément entourée par ma famille et mes amis, et ça c'est une force au quotidien qui est absolument, qui est exponentielle, et qui prend le pas même sur les traitements et tout. C'est hyper important. Et grâce à cet entourage-là, j'ai pu rire de ma pathologie et j'ai pu en faire rire les autres. Et alors, je ne dis pas que j'ai changé leur regard, mais j'ai vu leur regard effectivement peut-être parfois briller différemment, on va dire. Et c'est vrai que comme j'ai eu des moments où j'étais en fauteuil et des moments où j'étais debout, j'ai quelques exemples comme ça où effectivement, dans un magasin, j'étais assise dans mon fauteuil, j'essayais d'attraper quelque chose dans un rayon, et forcément, avec mes bras, j'arrivais pas à lever mes bras, donc je me suis levée du fauteuil. Et là, forcément, les gens autour m'ont regardé, et puis en rigolant avec la personne qui était avec moi à ce moment-là, on a dit « Oh miracle !» Et du coup, tout le monde l'a pris à la rigolade, et ça a changé un peu les choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail, quelque part, c'est assez... ça va m'amener sur un autre sujet, c'est quelque chose qui est assez exténuant, en fait, les maladies invisibles. C'est que on est toujours obligé de se justifier de tout. Et d'expliquer tout le temps. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Parce que déjà, on n'en a pas forcément envie. Parce qu'on a aussi des moments où on n'a pas forcément envie de parler de tout ça. Et pourtant, on est obligé parfois de le faire, parce que la personne qui est en face de nous, elle ne comprend pas, et que c'est normal qu'elle ne comprenne pas, et que donc il faut lui expliquer. Mais même j'ai envie de dire, même tes proches, enfin moi je sais que ça a dû sûrement m'arriver plusieurs fois, des fois de plus faire attention et de te poser des questions cons, et que tu doives te justifier même avec moi, parce que c'est vrai que autant d'avoir été élevé avec une sœur qui a un handicap et une maladie, moi ça m'a permis de grandir avec le regard différent sur les choses. Quand je vois des personnes en fauteuil ou qui vont se lever du fauteuil, je vais pas être choqué parce que j'ai été habitué à le voir, donc forcément ça te montre une autre évolution des choses. Mais par contre, c'est vrai que on soit proche ou pas, on peut avoir aussi des maladroiteries ou ce genre de choses. Mais oui, des maladresses, oui. Mais ça veut rien dire, maladroiterie. Non, c'est pour ça que je t'ai repris. Parce qu'en plus en plus de te permettre d'avoir un regard différent sur les autres, de temps en temps, je t'apprends à parler correctement le français, ce qui n'est pas rien, oui, faut le dire quand même. Non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et je le dis en toute sincérité, mais sans aucun reproche du tout dans ce que je vais dire, c'est que quand on a une maladie invisible, on est seul. Même bien entouré, on est seul. On est les seuls à savoir ce qu'on vit, on est les seuls à savoir les efforts qu'on fait, on est les seuls à savoir les heures qu'on rencontre.
même si notre entourage autour est là, est présent et veut faire du mieux possible, on est quand même toujours seul. Parce que c'est une évidence que quelqu'un qui ne partage pas la même pathologie ne peut pas être à votre place, ressentir à votre place, savoir à votre place, anticiper à votre place. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être tout le temps dans l'explication. Alors, c'est logique, mais c'est vrai que c'est extrêmement fatigant. Oui. Et des fois, ça peut même être... alors, heureusement, ce n'est pas mon cas, mais je pense que des fois, ça peut même... comment je dirais peut-être tendre vers une petite dépression ou une chose comme ça, parce qu'on essaye au quotidien de se sortir de ce handicap, de ces difficultés, mais le fait d'être obligé en permanence d'expliquer, ben, du coup, on n'en sort jamais vraiment. Donc, on est toujours ramené, en fait, inconsciemment, à notre état de handicapé et aux difficultés qu'on rencontre. Ça, c'est quelque chose qui, parfois, est un petit peu difficile à vivre. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie de la pathologie. Si on veut aussi que le regard des autres change, bah c'est à nous de faire le nécessaire pour l'expliquer et pour qu'ils puissent comprendre. Et donc, bah voilà, c'est indépendant de la pathologie qui n'est pas forcément le plus simple, mais qui est nécessaire. Disons que les malades ont un rôle d'éducation presque des personnes autour pour les sensibiliser et qui comprennent aussi en gros ce que vous avez, parce que les associations ou autres peuvent pas forcément parler tout le temps de toutes les maladies tellement il y en a. Donc puis forcément il y a des maladies qui touchent plus de monde, donc ça va être plus mis en avant peut-être que d'autres. La myasthénie, je crois que j'ai vu, c'est seulement en 2023 que l'AFM a fait un groupe, un petit peu une communication, on va dire, un peu focus sur la myasthénie. Bah, ils le font, je dirais pas forcément tout le temps, mais ils le font périodiquement quand il y a des grosses avancées, etc. Ils refont un point sur la myasthénie. Et il y a là combien de maladies Voilà. Et du coup, j'en profite pour parler également du groupe d'amis, les amis de la myasthénie, qui est rattaché également à l'AFM, qui est important parce que sur ce réseau social, non seulement les malades peuvent discuter entre eux, voire les accompagnants de malades, parce que c'est important aussi que les accompagnants puissent être entendus, et ils subissent aussi. C'est difficile aussi d'accompagner un malade, donc c'est bien qu'ils puissent aussi s'exprimer. Donc c'est un vrai endroit de partage à ce niveau-là. Bienveillant, tout à fait. Mais ce qui est important aussi, c'est que grâce à cette association, les Amis de la myasthénie, il y a eu des vidéos qui ont été faites et qui tournent actuellement sur YouTube, en collaboration avec des médecins de Grenoble, que ce soit des neurologues, des psychologues, des malades qui ont témoigné également, et où on reprend justement un peu tous les aspects. Pardon, je à force de parler. Oui, ça fait aussi partie de la myasthénie. Si tu veux boire un verre d'eau, tu me dis. Non, mais ça fait aussi partie de la myasthénie de perdre sa voix quand on parle trop longtemps. Voilà, ça nous apprend à être moins loquace. Mais donc j'en étais oui, voilà, il y a des vidéos qui ont été faites par thématique et qui reprennent un peu justement toutes les caractéristiques de la maladie, que ce soit la pathologie en elle-même neuromusculaire, comment elle est suivie par le neurologue, comment elle est appréhendée, quels vont être les traitements qui vont pouvoir être mis en place, etc. Par les psychologues, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être suivis également d'un point de vue psychologique pour essayer de retrouver un sens, de redonner un sens dans leur vie, de trouver des façons de réappréhender sa vie autrement, parce que quand on tombe malade, j'ai envie de dire encore plus, enfin pas encore plus, mais bon, moi je suis tombée malade à 17 ans, c'est toute ta vie que tu revois. Comme tu dis, toi, tu avais une vie sociale quand même assez grande, tu faisais du sport, tu voyais beaucoup de monde. Oui, puis j'avais des projets. J'avais des projets de vie de famille, j'avais des projets de métier, j'avais plein de projets. Et il a fallu que j'oublie tout pour me reconstruire complètement.
Et là, c'est important, je tiens à dire quand même que c'est important parce que donc il y a cette fameuse vidéo qui est faite justement avec l'appréhension du côté psychologique de la pathologie qui peut être nécessaire pour certains malades et même pour ceux qui ne connaissent pas, pour avoir une idée de ce qu'est une maladie invisible. C'est très intéressant. Et je tiens, pour ma part, là je parle vraiment en mon nom propre, pardon. Je suis, comment je dirais, reconnaissante d'être tombée malade, en fait, parce que je pense que ma pathologie m'a rendue meilleure par rapport à ce que je pouvais être avant. C'est-à-dire que j'ai appris à vivre autrement et certainement aussi à voir la vie autrement et à apprécier des choses que je me rends compte autour de moi. Les gens qui n'ont pas de difficultés particulières ne se doutent même pas. Et je pense que oui, ça m'a fait grandir et ça me donne une vue sur la vie qui est plus douce. Ouais. Mais c'est un long travail. C'est un long travail. Même il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, puis toi, à l'époque, il n'y avait pas forcément de propositions d'accompagnement de psychologue ou autre encore. Enfin, c'est pas le genre de choses qui étaient un peu systématiques ou proposées. Parce que tu dis, ça joue sur la vie, mais ça joue sur le corps aussi. Et on sait que les personnes en situation de handicap, ça peut être compliqué aussi après de gérer ton corps, de gérer tout ce qu'il peut y avoir autour aussi, les questions de sexualité, de séduction, de couple. Tout à fait. C'est des sujets dont on parle pas beaucoup. Mais pour les femmes. De grossesse pour les femmes, parce que par exemple, toi, la myasthénie, forcément, il y a la question, si tu disais un jour si tu veux un enfant, est-ce que c'est possible ou pas, comment ça se gère, enfin, c'est quand même pas évident. Non, c'est pas évident. Et puis, oui, puis tout le côté social qui est remis en question aussi, parce que du coup, on n'a pas du tout la même vie sociale que quelqu'un qui n'est pas malade, forcément, avec plein d'impératifs, plein de contraintes. Et du coup, on perd énormément de gens autour de nous aussi, parce que forcément, les gens qui nous accompagnaient quand on était en bonne santé, ils n'ont pas envie de subir les contraintes de la pathologie non plus dans leur sortie ou dans leur loisir, et donc ils s'éloignent au fur et à mesure, forcément. On ne peut pas leur en vouloir, parce que après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que par le fait, toute notre vie sociale est remise en question. Il y a plein de choses qui nous deviennent inaccessibles. Les lieux sont inaccessibles déjà. Oui, parce que ça, c'est quand même un sujet aussi. On en discutait tout à l'heure encore, c'est qu'il y a la pathologie invisible, il y a le regard des gens qui connaissent pas ta maladie, mais il y a aussi des fois des questions cons, même d'organismes. Je parle un peu comme ça dans le podcast Musicien. Je suis désolé, je vais essayer de dire pas trop de gros mots, mais le problème de reconnaissance du handicap par certains organismes qui sont censés donner des aides en fait aux personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. Je me rappelle, tu avais une réflexion une fois où on t'a dit vous pouvez lever les bras, donc vous n'avez pas besoin d'aide. Voilà, après, tu n'as peut-être pas envie de rentrer dans les détails, etc., et citer, etc., mais il y a ce genre de réflexion de gens qui sont censés comprendre ce qu'est le handicap, ce que vivent les personnes handicapées. J'ai même mieux que ça comme réflexion. J'ai eu carrément, pour en parler, j'ai aucune honte à le dire, la maison départementale des personnes handicapées, qui est censée donc être MDPH, à la base, la MDPH. Avant la MDPH, ça s'appelait la Cotorep. Oui. Pour ceux qui sont de ma génération, ils connaissent la Cotorep. J'ai même entendu, parce qu'il a fallu que j'aille voir un jury pour faire valoir mes droits. Et dans ce jury, il y avait un médecin du travail, il y avait un psy, et puis il y avait 2 autres personnes, je ne sais plus ce qu'elles faisaient là. Et quand je suis arrivée, le médecin, qui était a priori le président de ce jury, m'a regardé et m'a dit « Mais de toute façon, la myasthénie, ce n'est pas une maladie, et de toute façon, ça ne se voit pas que vous êtes malade. » Je suis désolée de ne pas venir en me l'ayant fait tatouer sur le front, mais effectivement, je vous conseille d'aller voir dans l'encyclopédie, parce que c'est bien expliqué ce que c'est la myasthénie quand même. Donc ça existe, c'est bien une maladie. Et il y a 30 ans, c'était déjà dans une encyclopédie référencée. Donc voilà. Mais c'était un médecin, il m'a dit « Mais pour moi, vous n'êtes pas malade. » Fallait arriver en rampant comme ça, en agonisant.
je ne sais pas dans quelles conditions il aurait fallu que je rentre, que je le voie, que je le vois, pardon, mais effectivement, mais des réflexions comme ça, j'en ai eu plein. Je pourrais en faire un livre. C'est assez hallucinant. Et souvent, et bien souvent, en plus, les pires réflexions que j'ai entendues m'ont été faites de gens qui sont censés ou connaître la maladie ou être accompagnants de des maladies, justement, pour nous aider pour nous permettre, d'une manière ou d'une autre, à nous insérer correctement dans notre société. Parce que la plupart des malades, je dirais même la grosse généralité des malades, il faut quand même que ce soit bien clair, n'ont pas envie d'être un boulet pour la société ou d'être à la charge des autres. On a envie de pouvoir essayer de se débrouiller le plus possible seul, d'être autonome et indépendant. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore, bien qu'il y ait eu des évolutions, il y a tellement de choses à faire pour nous le permettre. Parce que, justement, quand on a une maladie invisible, eh ben, on n'entre pas dans les critères qui permettent d'avoir les aides, justement. Oui, puis il faut rappeler que tu peux pas conduire une voiture, tu peux pas être indépendante, tu peux pas te véhiculer comme tu le souhaites, t'es pas motorisé. Donc, tu as besoin d'avoir, pour aller au travail, t'as un taxi qui est prévu. Parce que dans ton travail aussi, tu as la possibilité d'avoir accès à ça, parce que c'est pas dans toutes les entreprises où ils te payent le transport quand tu es une personne malade. Donc ça, faut le souligner aussi. Parce que c'est, voilà, donc comment on insère aujourd'hui les personnes en situation de handicap et malades, j'ai l'impression qu'en 2024, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est surtout que, effectivement, moi, j'ai essayé de passer le permis. Ça n'a pas été concluant, parce qu'effectivement, avec la maladie que j'ai, enfin, en tout cas, de la façon dont elle me touche, ça joue aussi sur mes réflexes. Et donc, à moins de tuer tous les piétons que je rencontre, c'est pas possible. Voilà, puis tu peux pas savoir à l'avance quand tu sors comment tu vas être une heure après. Donc, exactement. Tu peux partir, mais pas savoir si tu peux rentrer, quoi. Voilà, c'est un peu le plus gros problème, j'ai envie de dire, de cette pathologie-là, c'est qu'on peut être très bien et puis dans la seconde, ne plus être capable de rien faire. Et ça ne s'explique pas. Et du coup, on a toujours, en plus de ça à gérer, cette petite, je vais dire un gros mot entre guillemets, mais cette petite phobie qui nous freine un peu en nous disant, j'aimerais bien faire ça, mais si je sors toute seule, est-ce que je vais être en capacité déjà d'aller jusque là où je veux aller et surtout de revenir et du coup, ça génère un stress qui, il faut savoir sur les maladies auto-immunes, tout ce qui est facteur environnemental, donc que ce soit le climat, les émotions, le stress, les autres pathologies comme le rhume, etc., le cycle menstruel pour les femmes et tout ça a une incidence sur la pathologie et aggrave et fait des symptômes supplémentaires, voire des poussées. Donc, il faut qu'on gère ça en plus au quotidien. Il faut qu'on soit le recul de nous-mêmes pour pouvoir vivre notre maladie le plus possible. Et du coup, le fait de devoir être confronté à toutes ces difficultés à l'extérieur fait que beaucoup de malades, du coup, s'asocialisent et se renferment. Alors que c'est pas leur but au départ, sans être non plus être toujours en train de se plaindre ou de parler de sa maladie, mais on a envie de faire partie du monde. On a envie d'être des membres actifs de ce monde et malheureusement, on ne peut pas toujours. Et c'est vrai que je vais prendre un exemple tout simple par rapport justement au transport dont tu parlais. Donc, je ne peux pas rouler. Même si aujourd'hui, je marche, mon périmètre de marche est quand même assez restreint, voire des fois inexistant selon certains jours. Il faut savoir que j'ai un fauteuil manuel. Sauf que comme moi, ça me touche tout le corps, quand je suis fatiguée, pas le pousser toute seule. Je peux pas le véhiculer toute seule, puisque forcément, j'ai pas la force. Donc, c'est compliqué. Parce que ça, faut rappeler quand même aussi que c'était une galère quand même pour avoir un fauteuil. Oui, il y a 30 ans, peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il y a 30 ans, effectivement, c'est très compliqué. Mais, et puis, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu par rapport au fauteuil. C'est aussi après le regard qu'a le malade sur justement certaines adaptations, mais ça c'est un autre sujet. Mais pour en venir à ce qu'on disait, donc je ne peux pas conduire. J'ai essayé le vélo, c'est pas bon non plus. Enfin, tout ce que je pouvais essayer de mon côté pour sortir, ça ne marche pas. Donc du coup, je peux pas prendre le bus parce que même si maintenant les bus sont un peu plus adaptés,
Faut-il encore que je puisse aller de mon domicile à l'arrêt de bus, monter dans le bus, aller de là où le bus va s'arrêter pour l'endroit où je veux aller. Donc, tout ça, c'est pas forcément possible. Et je prends en l'occurrence un exemple très bête. Il y a quelque temps, je voulais m'inscrire pour faire un petit peu d'aquagym parce que le fait d'être dans l'eau, c'est extrêmement positif pour la myasthénie. Et le problème, c'est que pour aller à l'aquagym, c'est un peu trop loin de chez moi. Et du coup, je ne peux pas y aller à pied. Et je ne peux pas y aller autrement parce que ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un taxi et ça me reviendrait extrêmement. Ce serait juste impossible d'un point de vue financier à gérer. Donc, du coup, je ne vais pas à l'aquagym. Voilà. Je pense à ça ou quand tu souhaitais apporter ton aide à la SPA, dont on va parler dans ce podcast aussi. Mais du coup, le fait que tu sois pas véhiculé, il pouvait pas te véhiculer ou a priori il n'y avait pas de possibilité. Alors je trouve ça assez fou en 2024 quand on parle d'écologie, de covoiturage et tout. A priori c'est compliqué encore pour les gens de se dire on fait de la solidarité mais on fait pas de covoiturage pour peut-être aller chercher d'autres bénévoles pour les emmener aussi ou même pour le sport, de prendre quelqu'un sur sa route pour aller au sport ensemble et profiter du covoiturage. Donc je trouve ça assez incroyable. Oui, mais ça c'est ce que je vis tous les jours en fait. Après il y a des élans de générosité qui sont absolument formidables et touchants et voilà, heureusement que tout n'est pas non plus tout n'est pas noir, au contraire. C'est vrai que moi j'ai tendance à pointer que ce qui est noir entre guillemets parce que j'espère que ça évolue, mais il y a des choses positives aussi. Mais il y a une bonne métaphore, si je peux dire, que tu nous as cité au moment où il y a eu le Covid et le confinement, qui a été, en fait, les gens se plaignaient, on peut plus sortir, on peut plus faire ci, ça, et tu disais, en fait, moi, c'est ce que je vis tous les jours. Je leur ai dit, bienvenue dans mon monde. Pendant le confinement, en fait, les gens sont rentrés dans ton monde, en fait. Oui, pendant quelques temps, ils sont un peu rentrés dans mon monde, effectivement. J'ai eu ce sentiment-là, parce que j'entendais les gens dire, je peux plus aller faire mes courses, je peux plus sortir à tel endroit, et j'ai dit, oui, moi, c'est mon quotidien, en fait. C'est mon quotidien. Moi, si je veux faire mes courses, je suis obligée de me les faire livrer. Donc, je vais pas dans les magasins, à moins d'être accompagnée. Et puis, après, c'est toujours pareil. On me dit, pourquoi je veux dire, je veux pas non plus demander toujours aux gens qui sont gentils autour de moi, à mes accompagnants, à mes amis, à ma famille, etc., de m'emmener à droite, à gauche. Donc, je ne demande plus parce que c'est pareil, c'est extrêmement violent. J'utilise vraiment ce terme-là, en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est extrêmement violent d'être toujours dans la demande de dire tu peux m'emmener là, parce qu'on a bien conscience en plus que les gens qui nous entourent ont aussi leur propre vie et ils sont pas forcément disponibles non plus, ce qui est tout à fait normal. Et on a toujours l'impression d'être un peu un boulet, quoi, parce que vraiment c'est un poids, ça c'est vraiment un poids. Et donc, effectivement, pendant le confinement, quand j'entendais tout le monde dire « oui, je peux plus sortir, je peux plus aller faire mes cours, je peux plus aller ici, je peux plus aller là », je dis moi, c'est ma vie tous les jours, en fait. C'est ce que je vis tous les jours. Donc, pendant le confinement, tu as vécu ma vie un petit peu. Et en plus, je reviens à cette histoire de confinement parce que c'est important. Il y a eu des choses qui ont été mises en place pendant le confinement qui étaient formidables pour les personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. C'est qu'on a mis plein de choses en place, comme justement les livraisons de denrées alimentaires, parce que jusqu'à maintenant, les grandes surfaces, dans les petites communes comme celle où j'habite, les grandes surfaces ne faisaient pas de livraison à domicile de denrées alimentaires. Là, elles s'y sont mises pendant le confinement. Bon, pour certaines, c'est resté heureusement. Mais il y a eu également, je prends plein d'autres exemples, il y a eu des visites de musées virtuels, il y a eu plein de choses. Des concerts en live stream. Tout à fait, des live streams, etc. Et ce que je trouve, et même au niveau professionnel, des formations. Moi, j'ai pu suivre des formations dans mon travail en distanciel, alors qu'en temps normal, je n'y avais pas accès. Parce que souvent, les formations sont faites dans des vieux bâtiments avec des escaliers, où il n'y a pas d'ascenseur, etc. Donc, moi, je ne peux pas y aller. Et donc, j'ai eu le droit, en fait,
moi, le confinement, pour moi, ça a été un vrai bonheur parce que j'ai eu le droit à plein de choses que j'ai pas le droit en temps normal, en fait. J'ai eu accès à plein de choses auxquelles j'ai pas accès en temps normal. Et où je trouve que c'est dommage, c'est que le confinement s'étant arrêté, tout est revenu comme avant et j'ai plus le droit à rien. Il y a plus, tout s'est arrêté. Il n'y a plus de live stream, il n'y a plus de visite de musée virtuelle, enfin moins. Bon, il y a quelques adaptations qui ont été mises en place à ce moment-là qui perdurent, comme les livraisons de denrées alimentaires. Mais il y a des restos qui faisaient aussi de la emporter, livraison, qui ont complètement arrêté, en fait. Tout à fait. Alors qu'ils étaient bien contents aussi pendant le confinement et tout, que les gens viennent. Tout à fait. Mais t'as l'impression juste que c'est surtout en France qu'on est comme ça, revenir un peu en arrière, ou de ce que tu vois à l'étranger? Parce que moi, dans les technologies, j'ai l'impression quand même qu'à l'étranger, par exemple, tout ce qui est question du télétravail, les musées virtuels, les choses là, j'ai l'impression qu'en Angleterre, aux États-Unis, tu trouves plus facilement des plateformes qui proposent ça qu'en France. Alors, je peux difficilement dire, parce que après, tout dépend les pays. J'ai envie de te dire qu'il y a des choses bonnes et mauvaises dans chaque pays. Et nous, on a la chance d'avoir un bon système de sécurité sociale qui nous permet d'avoir des traitements. Sur la partie loisirs. Non, mais justement, j'essaye de faire un palliatif parce que c'est important. Nous, on a bien évolué dans ce domaine-là, enfin jusqu'à maintenant. J'espère que ça va durer. Je tends un peu le dos parce que j'avoue que ces derniers temps, j'ai moins ce sentiment de sécurité d'un point de vue médical. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que d'un point de vue en France, on était quand même au top à ce niveau-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Et c'est vrai que, pour exemple, je suis allée au Canada. J'ai eu la chance de voyager une dizaine de jours au Canada en 99. Et je me suis aperçue que là-bas, ils avaient 20 ans d'avance sur nous pour tout ce qui est l'adaptation des handicaps physiques visibles et non visibles, puisqu'ils avaient mis en place énormément de choses. Déjà des transports, des transports qui étaient adaptés avec des ramassages collectifs pour les gens qui travaillaient, qui étaient handicapés. Il y avait des bus qui étaient mis en place, qui faisaient le tour des personnes handicapées pour les déposer à leur travail ou des choses comme ça. Enfin, moi, je te parle de ça en 99. Oui, puis là-bas, les villes et les villages sont assez espacés, donc c'est faisable. C'est plus ce qui est pensé. Il faut 1 heure pour aller chercher sa baguette de pain, donc je te laisse t'imaginer. Mais effectivement, il y avait, et puis ce côté, effectivement, toute cette solidarité aussi entre humains, déjà, qui n'était pas du tout comme chez nous. J'aime à penser qu'on a un petit peu évolué à ce niveau-là en France, mais il y a encore énormément à faire. Et rien que l'adaptation déjà des lieux publics, des transports, et voilà, il y a encore énormément à faire. Et on parlait de l'impact un peu dans la vie quotidienne, donc au niveau personnel, professionnel. Après, je pense au niveau professionnel, c'est pareil, ça doit pas être toujours évident pour tes chefs, tes collègues, etc., de comprendre et de gérer le handicap ou la maladie quand ils connaissent pas forcément. Je pense pour un manager ou autre, c'est pas toujours évident. Ils sont pas formés non plus pour accompagner les personnes malades et comprendre les aménagements qu'il y a besoin. Surtout qu'on fait encore très peu appel aujourd'hui à un métier qui compte pour moi, l'ergonomie, pour adapter les postes. Mais au niveau aussi de ta vie de tous les jours, je voulais juste parler en quelques mots des contre-indications que tu peux avoir aussi vis-à-vis de ta maladie par rapport à d'autres traitements. Parce que je pense que c'est important parce qu'on ne se rend pas compte quand on est malade, on peut avoir des traitements, mais par exemple, tu parlais du fait de, quand on tombe malade, il y a des personnes qui peuvent partir un peu dans une dépression, ou le fait de devoir toujours se justifier, tout, t'es pas forcément dans un bien-être, mais des pathologies pour les gens qui ne sont pas malades. Comme moi, où si ça va pas, je peux aller chez le médecin, j'ai une dépression, je prends un antidépresseur, un anxiolytique. Si j'ai des douleurs au dos, je peux prendre un médicament. Si j'ai un manque de peps, je vais prendre du magnésium. Toi, en fait, tout ça, t'as pas le droit. Oui, tout à fait. Donc, en plus de gérer ta maladie, tu dois gérer le reste sans avoir le droit à un traitement, en fait, parce que c'est contre-indiqué. Tout à fait. Tout à fait. J'ai 2 pages de médicaments contre-indiqués, enfin de molécules en tout cas contre-indiquées, avec la myasthénie. Et même alors il y a des contre-indications médicamenteuses, mais il y a des contre-indications alimentaires aussi.
et auxquels on pense pas du tout. C'est assez drôle. Mais pour donner quelques exemples, au niveau des médicaments, par exemple, tout ce qui est myorelaxant, donc qui sert à détendre les muscles quand on a des douleurs de contracture ou de choses comme ça, bah moi, j'y ai pas le droit. Le magnésium, j'y ai pas le droit. Les anesthésies, c'est compliqué aussi. Il y a très peu de produits anesthésiants qui sont autorisés avec la myasthénie. Voilà, c'est un peu compliqué. Effectivement, le médecin est toujours un peu dépité quand il me voit arriver dans son cabinet parce qu'il sait pas trop comment il va pouvoir me soigner. Et généralement, il me soigne avec des médicaments qu'il a l'habitude de me donner et à dose enfant pour pas que j'ai de symptômes trop importants. Mais effectivement, oui, il y a plein de contre-indications et c'est pareil, c'est le malade également qui, quand il va voir un médecin, lui explique qu'il n'a pas le droit de prendre tel et tel médicament parce que le médecin ne le sait pas. Ouais. Donc, Puis ça peut quand même être dramatique, quoi. Je veux dire, si toi tu prends, on se rend pas compte, mais si tu prends du magnésium, enfin moi je l'ai vu un cas où tu as fait un arrêt respiratoire avec un médicament qui venait de sortir et dont bah du coup on ne savait pas les effets que ça avait, donc ça peut être très grave. Nous on prend un petit cachet de magnésium, on se rend pas compte que toi si même tu bois de l'eau avec trop de magnésium départ ou je sais pas quoi, ça peut être dramatique, quoi. Mais je vais m'aller plus loin. Par exemple, si je vais chez le dentiste pour me faire arracher une dent, il faut que il faut que j'ai toujours en tête de bien lui dire que j'ai toute une liste de médicaments qui me sont contre-indiqués. Parce que le dentiste lui fait son boulot de dentiste. Il va pas penser que bah, moi, avec ma pathologie, il y a des anesthésiants auxquels j'ai pas le droit. Donc, il faut toujours bien penser à dire à tous les médecins qu'on rencontre, attention, j'ai cette pathologie et j'ai toutes ces molécules qui me sont contre-indiquées auxquelles je n'ai pas le droit. C'est toujours un peu compliqué, effectivement. Et pour la petite anecdote, il y a des aliments également qui sont contre-indiqués et des choses très bêtes, comme par exemple le Schweppes, dont je suis absolument fan absolue des Schweppes. Je parle du vrai Schweppes, le classique, hein, avec l'étiquette orange. Je fais de la pub, hein, j'ai pas le droit. Je vais dire Coca et Oasis, comme ça on en a dit 3, c'est bien. Voilà. Mais moi j'adore le Schweppes. Et ben je n'ai plus le droit de boire de Schweppes parce que dans le Schweppes il y a de la quinine. Et la quinine, et ben c'est interdit aux myasthéniques. Et donc c'est des choses comme ça auxquelles il faut qu'on soit totalement vigilant en permanence. Et puis d'autres choses très simples. Il y a un fruit aussi qui est fortement déconseillé. Le pamplemousse. Voilà. Le pamplemousse. Alors il faut savoir qu'en plus, le pamplemousse et l'orange, je l'ai appris il y a peu, sont des agrumes qui sont. Alors, le pamplemousse, pour le coup, il est vraiment contre-indiqué, mais alors pas pour la myasthénie, parce que pour le coup, c'est pas dans ma myasthénie qui me pose problème, mais comme je fais aussi de l'hypertension, parce que je ne fais rien comme tout le monde, donc j'aime bien accumuler les trucs. Donc, j'ai un traitement pour l'hypertension et en fait, le pamplemousse est contre-indiqué pour les gens qui ont un traitement pour l'hypertension. Parce qu'il a un effet sur le médicament en fait. Et donc, il peut faire l'effet inverse de celui escompté apporté par le médicament. Et il faut savoir que l'orange aussi peut avoir une incidence sur certains médicaments et modifier l'effet dont on pourrait bénéficier avec un traitement. Donc, il faut qu'on soit toujours très vigilant effectivement à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on boit. Tout ce qu'on fume, parce qu'il faut savoir que alors je sais, le tabac c'est pas bon, on en viendra tous à bout, voilà, machin, voilà, c'est tabou, mais bah, malgré tout ça, je suis quand même fumeuse, je n'ai pas honte de le dire, tant pis, même si c'est pas bien, mais il faut savoir que la nicotine, au-delà d'être un danger pour la santé, même pour les gens qui n'ont pas de soucis, c'est encore plus néfaste pour des personnes qui ont des maladies auto-immunes parce que ça agit contre les antirécepteurs à l'acétylcholine dont je suis porteuse. Et puis en plus, toi, par rapport aussi à la respiration, parce que c'est un muscle, c'est un effort de respirer, on ne se rend pas compte. Et du coup, quand tu fumes, ça peut aussi essouffler plus. Tout à fait. Ouais. Mais je voulais dire quelque chose et je ne sais plus, dis donc.
Ah, ben voilà. Non, je pensais, tu sais, au CBD aussi, parce qu'on en parlait, parce que pour certaines maladies, et dans certains pays, ils ont le droit de fumer du cannabis thérapeutique, pas celui qu'on trouve dans les cités. Et c'est vrai qu'à un moment, quand le CBD était légal en France, pour tes douleurs comme, voilà, on en a parlé, il y a pas mal de médicaments, tu as des contre-indications, tu n'as pas à de les prendre. Donc à un moment, tu te dis, je vais peut-être essayer un truc pour quand même à un moment soulager mes douleurs. Parce que ton corps, le fait de résister, ça provoque aussi des douleurs musculaires en plus qu'il faut gérer. Et donc, voilà, même pour quelque chose comme le CBD, tu ne pouvais pas forcément prendre parce que ça a un impact aussi sur... J'ai envie de dire... Alors là, je vais faire une aparté qui est hyper importante et sur laquelle je veux vraiment mettre le doigt et qu'on soit extrêmement vigilant. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, jamais, jamais faire de l'automédication, quelle qu'elle soit. Quand on est porteur d'une maladie, qu'on a des traitements, quoi qu'on décide de faire, quoi qu'on décide d'essayer, il faut toujours en parler d'abord avec ses médecins, voire avec son pharmacien. À force, le pharmacien il nous connaît bien aussi, il a accès aussi aux compositions des médicaments et aux interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, surtout, ne jamais faire d'automédication, ne jamais se dire « Ah bah tiens, lui, il a essayé tel truc, ça a bien marché sur lui, je vais l'essayer aussi », parce qu'on est tous différents et qu'on réagit tous de manière différente. Et en plus, moi, j'en suis la preuve, on peut être porteur de plusieurs pathologies différentes et donc comparé à un autre qui va n'en avoir qu'une, on va pas du tout réagir de la même manière. Donc vraiment là, j'insiste infiniment là-dessus. Il ne faut surtout jamais faire d'automédication. C'est extrêmement urgent de le savoir et important de le noter et de se bien le marteler parce que ça, c'est vraiment quelque chose... Parce que même sur les sites, les réseaux sociaux et tout, on voit souvent des questions, est-ce que je peux prendre ci, est-ce que je peux prendre ça ? On n'est pas médecin, jamais on va te dire oui, tu peux le prendre ou non, tu peux pas le prendre. C'est comme tu dis, c'est pas parce que toi, ça marche pour toi que pour un autre, ça marche. Parce qu'il y a plein de façons différentes. Il peut y avoir trop d'incidences, ça peut être dramatique. Donc non, jamais, jamais d'automédication. Et pour ce qui est du CBD, effectivement, je me suis posé la question. Je parle de mon cas personnel, bien évidemment, parce que je ne veux surtout pas que d'autres pensent que c'est pareil pour eux. J'en ai parlé à mon neurologue, je lui ai posé la question, il a fait des recherches de son côté parce que ce qui était important pour nous, c'était de savoir si le CBD avait une interaction avec les synapses dans le cerveau, donc pour justement ce côté relaxant ou myo-relaxant qui est interdit avec ma pathologie, puisque le CBD c'est censé d'abord détendre. Et moi, il ne faut pas que je sois trop détendue. Donc voilà. Donc, on en a beaucoup parlé. On a fait des recherches. Il a lu des études, etc. Il a été conclu qu'on essaye. J'ai essayé plusieurs types différents parce qu'on a essayé des dosages d'abord très minimes à base de tisane parce que c'est un peu plus faible, jusqu'aux huiles. Sur moi, personnellement, ça n'a pas eu un effet extraordinaire. J'ai rien ressenti du tout, ni d'effet néfaste, ni d'effet meilleur. Enfin, j'ai rien eu du tout. Avec ou sans, ça n'a rien changé à ma vie. Pour autant, j'ai entendu d'autres pathologies ou d'autres malades de la même pathologie que moi qui ont eu un bien-être avec. Donc vraiment, j'ai envie de dire, chaque cas est différent. Voilà. Mais bien voir avec ses médecins Bien avant, voir avec même les si médecins c'est vendu légalement ou en pharmacie libre. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut éviter tous les trucs de marabout, machin, tout ça, parce que voilà, il n'y a pas de solution miracle. Ne jamais, alors ça j'insiste aussi énormément, ne jamais aller voir quelqu'un qui vous dit arrêtez votre traitement, moi je vais vous donner quelque chose qui va vous guérir. Surtout pas. Surtout pas. Voilà, il faut toujours en parler avec son médecin de confiance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus, là aussi, j'insiste, depuis 30 ans, là où j'ai vu une grosse évolution, c'est que maintenant, en France, on a des hôpitaux de référence pour les maladies auto-immunes. Il y a des hôpitaux de référence pour la myasthénie un peu partout en France. Bon, ce n'est pas forcément dans le village à côté de chez vous, mais malgré tout, dans des secteurs à proximité. Donc, renseignez-vous, allez sur le site de l'AFM ou sur le site des Amis de la myasthénie, posez des questions pour connaître les hôpitaux de référence et allez voir ces spécialistes, discuter avec eux. Et là, vous pourrez mettre au point un suivi non seulement thérapeutique en lien avec votre pathologie,
mais un suivi peut-être parapharmacie pour votre bien-être, pour faciliter votre sommeil, pour faciliter peut-être votre état de stress, etc. Et puis, ils font depuis quelques années aussi quelque chose qui est devenu assez sympa et qui tend à vouloir se développer. Et ça, je trouve que c'est vraiment une superbe idée. C'est ils sont en train de faire des études et de voir un peu aussi les bienfaits du sport sur les maladies qu'on a, même si on ne peut pas forcément bouger comme tout le monde c'est ça. Autant que tout le monde. Malgré tout, l'immobilité n'est pas bonne non plus. Et donc, il existe maintenant dans certains hôpitaux de référence des petits stages où on peut apprendre à faire des mouvements qui nous permettent déjà de ne pas s'ankyloser, de soulager peut-être certaines douleurs aussi, sans forcément prendre des médicaments. Le fait de faire un peu de renforcement tout en douceur, au rythme où on peut, à la quantité qu'on peut, etc., ça peut être aussi bénéfique pour le corps. Donc tout ça, c'est super important et c'est là où j'insiste en disant, il faut se renseigner. Alors, c'est un peu... ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, au manque d'informations et tout ça. Malheureusement, c'est toujours un peu au malade à faire les démarches, d'aller chercher l'information. Elle ne lui viendra pas toute seule, elle ne viendra pas à lui. Je vais prendre à contrario, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la sclérose en plaques, où là, il y a plein de choses qui sont... C'est une maladie qui est connue par les services de santé, par les services associatifs, accompagnateurs, etc. Même dans les milieux professionnels et tout, la sclérose en plaques est quelque chose de connu, donc elle est prise en main, elle est écoutée, et quand un malade, j'ai eu la chance de rencontrer, enfin la chance, j'ai eu l'occasion il y a peu de rencontrer quelqu'un qui vient d'avoir d'être diagnostiqué avec une sclérose en plaques. On lui a fait un kit tout en main en fait, avec les associations, l'Orsep, le psy qu'il fallait aller voir, éventuellement les groupes de parole, machin et tout. Pour la myasthénie, si vous n'allez pas les chercher, c'est pas votre toubib qui va vous le donner, quoi, ou très peu. Il y en a quelques-uns qui commencent parce que les associations qui sont en place pour aider la myasthénie commencent également à éduquer les médecins à ça, mais c'est pas encore quelque chose qui est bien en place et qui manque. Et donc, c'est vraiment toujours aux malades d'aller chercher l'information, mais qu'ils n'hésitent pas à y aller, à chercher l'information, à aller surfer, à aller taper aux portes des médecins en leur disant « mais il n'y a rien qui existe » ou... Je partagerai en plus dans la description là, du podcast, pour ceux qui écoutent, justement, j'ai vu sur le site de la FM Téléthon qu'il y a un groupe d'intérêt myasthénie, où c'est marqué, ils écoutent, informent, accompagnent et soutiennent les personnes et les proches, et qui s'est animé aussi par les personnes concernées par la maladie. Donc il y a un blog, je mettrai le lien, c'est myasthénie au pluriel.afm-téléthon.fr, et vous pouvez aussi les contacter par mail, donc c'est myasthénie@afm-téléthon.fr. Voilà. Et puis il y a donc les amis de la myasthénie aussi, je mettrai le lien du groupe, qui peuvent aussi renseigner. J'apporte une petite précision pour les amis de la myasthénie. Comme c'est un groupe qui est dédié aux malades, bien évidemment, il n'est pas ouvert à tous, il est soumis à questionnaire. Et c'est principalement un groupe de parole pour les malades et pour les accompagnants de malades. Alors, pas tous les accompagnants, hein, c'est pas la peine d'essayer d'inscrire toute la famille, ça ne marchera pas. Mais c'est souvent parce il faut savoir que dans la myasthénie, il y a beaucoup d'enfants myasthéniques et des parents qui se retrouvent un peu démunis en face des difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants, surtout en période de scolarité, dans leur évolution personnelle, pour grandir, pour appréhender ce qui va suivre, etc. Et du coup, les parents qui sont un peu démunis par rapport à tout ça, puisque c'est quelque chose qui est peu connu, ils n'ont pas forcément du soutien du corps médical ou autre pour les aiguiller, et ce groupe de parole est ouvert aussi pour eux. Voilà. C'est bien de le souligner. J'allais dire sister, parce que c'est comme ça que je t'appelle. Oui, ça me fait bizarre de dire Magali. Voilà. On arrive à la fin de cette partie donc, où tu nous as parlé, justement, fait découvrir un peu la myasthénie, ton quotidien en tant que personne malade et touchée donc, par cette maladie, un peu de tout ce qu'on peut rencontrer dans sa vie pro, perso. Donc, je te remercie beaucoup pour cet échange. Je me permets juste, je terminerai juste par ça parce que j'allais te demander justement s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter. Il y a juste une chose que je voudrais ajouter parce que c'est quelque chose dont on parle peu, dont on parle mal
et qui est extrêmement handicapant pour les porteurs de maladies chroniques, c'est la fatigue. Alors, j'y tiens parce que ça commence de plus en plus, on commence à en parler, mais c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu pour les malades et qui est extrêmement mal compris par tout le monde, par l'entourage. Même les plus proches ne le comprennent pas parce que c'est pas compréhensible pour eux, ce qui est normal puisqu'ils ne le vivent pas. Oui, on ressent pas. Voilà, mais il faut savoir que j'ai presque envie de dire que ce qui est le plus invalidant dans les maladies invisibles, c'est la fatigue. Et la fatigue, c'est pas quelque chose genre oh, je suis fatiguée, je vais faire une sieste, ça va aller mieux. Non, même si vous faites une sieste, vous êtes toujours fatigué. C'est-à-dire, rien ne vous soulage de cette fatigue. Vous êtes en permanence éreinté, mais fatigué, vide. C'est-à-dire que vous n'avez plus de possibilité d'aller puiser au plus profond de vous l'énergie et la force nécessaires pour continuer, pour faire des efforts. Et même si on vous dit, mais bouge-toi un peu, ou pourquoi tu prends pas tel truc, une vitamine ou machin, parce que ça ne sert à rien, en fait. C'est tellement ancré en vous. Et c'est un symptôme. Alors moi, je l'appelle un symptôme, entre guillemets, parce que je vois pas comment dire autrement. Mais c'est notre meilleur ami, en fait, j'ai envie de dire, ou notre meilleur ennemi dans les pathologies chroniques. C'est cette fatigue qui est lancinante, qui est là en permanence, qui parfois ne nous donne pas envie non plus d'aller vers les autres parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort de discuter ou de sourire. Ça demande de l'énergie, hein. Ça, on se rend pas compte. C'est extrêmement énergivore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. De plus en plus, on commence à en parler, à mettre des mots sur cette fatigue. Et c'est vrai que le commun des mortels, quand on entend quelqu'un qui dit « Oh, je suis fatigué », on dit « T'as qu'à prendre un jour de congé, t'as qu'à faire une sieste, t'as qu'à aller te coucher plus tôt ». Mais non, c'est pas ce type de fatigue-là. C'est une fatigue qui est bien plus profonde, bien plus invalidante. Et elle n'est pas traitable par une sieste ou par un jour de congé. Donc c'est comme si, on va dire, je fais une métaphore un peu, des fois quand j'étais en ergonomie, je fais des métaphores avec les voitures. C'est comme si tu as ton niveau d'huile qui est toujours bas et en fait tu as une fuite et tu auras beau mettre du liquide d'huile en fait dedans, en fait ta voiture elle fonctionnera toujours pas au taquet, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et une autre analogie, toi qui es très branché connexion, connectique, etc. Une autre analogie de la myasthénie qui pourra peut-être parler plus à tes internautes pour expliquer ce qu'est la myasthénie. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça m'a marqué. C'est pour ça que je me permets de le reprendre. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais j'avais trouvé ça formidable. Moi, je prends l'idée de la marionnette pour expliquer ce qu'est la myasthénie. Ouais. Et c'était un monsieur, je crois, qui avait expliqué la myasthénie d'une autre manière. Il avait dit, en fait, c'est un peu comme si j'étais de temps en temps en 4G, puis d'un seul coup, je suis en ADSL. Voilà, la myasthénie, c'est ça, en fait. En 2G, un coup, je suis en ADSL. Donc voilà, c'est un peu ça, la myasthénie, en fait. Ouais, c'est une belle analogie aussi. En effet, oui, je dis toujours métaphore, mais c'est analogie. Merci de me reprendre à chaque fois dans mes petites erreurs. Non, ça peut être une métaphore aussi, c'est bien. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange qui a été plus long que prévu, mais très intéressant et je pense que ce sera enrichissant pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est pas grave que ce soit long si c'est intéressant et que ça apporte... C'est normal que ce soit long parce qu'on est deux bavardes, alors aussi. En même temps... aussi, mais je pense que c'est compliqué de limiter la durée quand même d'un échange sur des sujets aussi importants parce que... Voilà, et puis il y a quand même des choses dont tu as parlé, dont je pense qu'on n'entend pas assez parler. Mais ce que je pourrais dire en fait de cet échange quand même, c'est qu'il y a au niveau de la recherche, de tous ces sujets-là, de la prise en compte, ça a quand même beaucoup évolué. J'ai vu sur le site de l'AFM aussi au niveau de la recherche, il y a beaucoup de choses en cours, rien que sur le sujet de la myasthénie. Encore une fois, comme tu l'expliquais, c'est pas parce qu'il y a des recherches sur la myasthénie que ça peut pas aider non plus d'autres maladies ou que les recherches sur les autres maladies ne peuvent pas aider la myasthénie, parce qu'en fait, il peut toujours y avoir des découvertes qui aident les uns les autres. Je sais plus si c'est Edison qui disait... C'est Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Bon, vous m'en voulez pas si c'est pas lui, mais il me semble que c'est lui qui disait qu'il a 2000 fois avant, en fait, il a pas réussi. Il a dit, mais c'était pas un échec, j'ai juste 2000 fois pas trouvé la bonne façon de faire mon ampoule électrique. Enfin, 2000 fois la façon de ne pas faire une ampoule électrique plutôt avant de trouver la bonne. Et dans la recherche, je pense que c'est un peu ça aussi. Des fois, on peut trouver pour plein de choses, mais pas forcément pour ce qu'on cherche. Mais on peut trouver pour d'autres choses quand même.
Je pense qu'en plus, c'est d'autant plus compliqué quand on mêle à tout ça le facteur humain. Ouais. C'est du vivant, et à partir du moment où on mêle du vivant, avec toutes les particularités qu'il comporte, c'est forcément difficile et ça prend du temps. Et puis en plus, après, il y a, au-delà de la recherche, le fait d'avoir parfois trouvé quelque chose, il y a tous les protocoles derrière C'est très long. d'essais, Des etc. 10-15 ans, hein, je crois, avant que ça puisse être Oui, mis sur, en test. Oui, tout à Plus la fait. durée Donc, des avant tests, enfin, c'est- éventuellement il y a un traitement qui puisse être mis. Mm. Alors, ça tend aussi à être raccourci, mais effectivement, C'est vrai. ça peut être très long. Et je donnerai juste encore une dernière petite info qui peut servir également à d'autres personnes qui ont des maladies invalidantes. On se sert beaucoup, en l'occurrence, il est très bien expliqué sur le site des Amis de la myasthénie. On se sert beaucoup de la théorie des cuillères pour expliquer un peu ce qu'est la myasthénie et pour expliquer la fatigabilité qu'engendre la myasthénie. Alors, pour faire très court, la théorie des cuillères, c'est en gros, vous vous levez matin, vous avez 15 cuillères dans votre tiroir et selon ce que vous faites, ça vous demande d'utiliser tant de cuillères. Et vous voyez dans la journée ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, suivant ce qui vous reste comme stock de cuillères, en fait. Donc, c'est par exemple un brossage de dents pour un myasthénique, ça peut valoir 1 cuillère déjà, rien que ça. Après, j'allais dire même là, parce que moi je te connais, donc puis on est en visio, donc je vois aussi. Mais là, ça fait quand même 1h15, plus d'1h15, parce qu'on papotait déjà avant. Je sens que tu commences à être fatigué de parler beaucoup aussi. Donc ça te prend de l'énergie aussi. De parler, de garder ma tête droite, puisque je ne me suis pas appuyée sur quelque chose, donc j'ai ma tête droite, donc je commence à sentir ma tête qui part en avant, effectivement. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Oui, mais voilà, mais c'est pour rebondir sur le fait que chaque petite chose de la vie, en effet, peut être 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères avec le... Tout à fait. Et en sachant que on a un stock de 15 cuillères par jour et que dès qu'on a utilisé ce stock-là, on ne peut plus rien faire. C'est peu 15 cuillères, je vous avoue, c'est très peu 15 cuillères. Ouais. C'est un peu comme les pains Wet Watcher. Non, c'est nul, c'est nul. Une fois que tu as mangé tes calories, tu peux plus rien manger. Voilà, fini. Oui, si, vu comme ça pourrait. Ça pourrait. J'aurais plus dit, c'est un peu comme tes points sur le permis, en fait. Tu vois, c'est plus handicapant de par le permis que de... Quand tu as perdu tes 12 points, tu n'as plus de permis. Moi, quand j'ai faim, je peux être handicapant. Non, je rigole. Mais c'était bon pour une petite touche d'humour. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et pour conclure, juste, est-ce qu'il y a... s'il y a une chose qui te manque, c'est compliqué quand on demande toujours une chose, alors tu peux en dire 2, mais en quelques mots, qu'est-ce qui te manquerait vraiment aujourd'hui pour avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets, et te sentir peut-être plus intégré dans la société actuelle de 2024 ? La mobilité. La mobilité. La mobilité dans le sens, pas marcher, la mobilité, pouvoir aller où je veux, quand je veux, en fait, sans être obligé de quémander toujours à droite à gauche, qu'on m'emmène à droite à gauche, ou que ce soit des tarifs trop élevés pour... Il faut savoir que la majorité des gens qui sont invalides, enfin la majorité, une grande partie des gens qui sont invalides n'ont pas forcément la capacité de travailler et donc ne perçoivent que la hache. Et qui, à un moment, la hache, en plus, était liée, là, ça a été déconjugalisé. Oui, mais à un moment donné... Mais à un moment, c'était pas le cas. Ouais. Heureusement, il y a eu beaucoup des associations ont fait un boulot monstre là-dessus, justement, et même certains parlementaires, il ne faut pas leur renier non plus, ont fait un boulot monstre pour que ce ne soit pas applicable, parce que sinon, c'était vraiment trop injuste. Mais effectivement, pour tous les personnes de tout type de handicap qui ne perçoivent que la hache, si en plus vous devez défalquer de ce que vous percevez le prix des transports, il vous reste rien, quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui me manque le plus, parce que si je pouvais me déplacer comme je veux pour aller à droite à gauche, je pourrais retourner faire un petit peu d'aquagym, je pourrais aller faire mes courses dans un magasin, ce serait plus facile. Mais c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Donc voilà. Alors, s'il y a des parlementaires qui écoutent ce podcast, que je ne pense pas, mais bon, au cas où, ou des gens qui veulent défendre cette cause, à l'époque où on parle de mobilité quand même, que ce soit pour les personnes valides ou invalides, des questions de mobilité, de transport en commun, d'accès à la mobilité, quand même, c'est un gros sujet
mais même pour les personnes qui ont des soucis de revenus ou autres, hein, la mobilité. Donc ça touche pas mal de gens aujourd'hui dans la société, mais c'est quand même un gros sujet et qu'il faudrait peut-être se pencher, parce qu'aujourd'hui, on voit la recherche avance quand même bien, on a des super chercheurs en France et à l'étranger. Il y a plein d'associations quand même qui aident, qui accompagnent et tout. Ce qui, voilà, la mobilité, c'est un gros sujet dont on parle pas assez peut-être dans la question du handicap. Surtout qu'il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes en fauteuil, dans un fauteuil électrique, admettons, bon, c'est pas drôle d'être dans un fauteuil électrique, je les envie pas, hein, on soit bien d'accord, mais avec un fauteuil électrique, vous pouvez éventuellement faire une petite distance pour rendre de chez vous à peut-être un arrêt de bus et prendre un bus adapté, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau des transports en commun. Mais pour quelqu'un de myasthénique, par exemple, comme moi, qui suis limité dans ma marche et qui n'est pas forcément de fauteuil électrique, eh ben, je peux pas forcément aller de ma porte d'entrée à l'arrêt de bus. Et après, de l'arrêt de bus à l'endroit où je veux me rendre. Et si j'arrive à faire tout ça, je suis pas sûre d'être en capacité de pouvoir le faire dans l'autre sens. Donc, on n'a pas à l'heure d'aujourd'hui ou peu de transports qui vous prennent, j'ai envie de dire, au pas de la porte, en fait. Tout à fait. Mais c'est un gros sujet et merci d'échanger là-dessus, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et je te remercie donc pour ce podcast, cet épisode, ce moment d'échange. Hein. On va continuer l'épisode pour parler de 2 autres associations. Donc exceptionnellement, ce podcast sera un peu plus long, mais c'est pour la bonne cause. Je voulais juste rajouter pour conclure, sauf si tu as autre chose à dire, mais que c'est une info donc j'ai vu sur le site de l'AFM qu'il y a des associations de 8 pays, dont l'AFM Téléthon pour la France, qui se sont réunies au sein de la coalition All United for MG, et qui ont organisé la première journée européenne de la myasthénie auto-immune, ou European Myasthenia Gravis. Ils me font chier de mettre tout en anglais à chaque fois. Donc le European Myasthenia Gravis Day, le 2 juin 2023. Et je rappelle donc il y a un groupe d'intérêt myasthénie. Si je me trompe pas, le logo, en tout cas dans les pays anglo-saxons, particulièrement au Canada, le symbole pour représenter la myasthénie, c'est un flocon de neige bleu. Ah, voilà. Flocon de neige. Et donc, je rappelle qu'il y a le groupe d'intérêt myasthénie de la FM Téléthon pour écouter, informer, accompagner et soutenir les personnes et les proches, qui est aussi animé par les personnes concernées par la maladie. Je vous mets les liens en bas du podcast. Hein. Je rappelle aussi que oui, il y a le Téléthon au mois de décembre, mais qu'on n'est pas obligé d'attendre le Téléthon pour faire des dons pour la recherche, que quelle que soit l'association, forcément, il y a des moments dans l'année où il va y avoir une campagne nationale, mais n'hésitez pas, et comme je le dis souvent, aider une association. Donc il y a aussi les Amis de la myasthénie, je rappelle, et aider des associations, c'est pas forcément donner des dons en argent, ça peut être aussi, comme j'essaye de le faire là, avec un petit échange sur un podcast, ça peut être de partager, maintenant il y a les réseaux sociaux, on partage plein de conneries, donc on peut aussi partager des choses intéressantes et aider justement les associations pour ça avoir de la visibilité. Donner son sang, le don pour du faire sang, les médicaments. Voilà. C'est important parce que c'est qu'on se rend pas compte que le don du sang peut aider en effet pour créer des traitements pour les malades, donc c'est important d'avoir toutes ces informations. Merci beaucoup Sister en tout cas. Et puis je compte sur vous qui écoutez le podcast pour partager. Alors après on peut pas aider toutes les associations et toutes les causes, mais en tout cas si vous vous sentez touché par cette cause et que vous avez envie de plus vous informer, n'hésitez pas à aller sur le site aussi de l'AFM. Il y a une page aussi sur la myasthénie ou de partager ce qui est fait en tout cas sur le sujet. Je te remercie beaucoup Sister. Moi aussi, je te remercie d'avoir pensé à moi pour parler de tout ça, parce que j'espère au moins que si d'autres personnes sont atteintes et n'ont pas forcément toutes les informations, peut-être que ça les aidera un peu. En tout cas, c'est le but. Voilà. Et c'est grâce à toi. Merci beaucoup d'avoir cette générosité qui fait que tu fais des choses formidables. De toute façon, c'est normal, t'es ma sœur. Ouais. Et je te remercie parce que je disais que c'était pas forcément évident pour toi de parler, même si c'est pas filmé, que c'est juste un podcast. Mais c'est jamais évident d'échanger, mais en tout cas, c'était vraiment top et je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Parlons maintenant d'une association que vous connaissez sûrement, qui est la Société protectrice des animaux, plus communément appelée la SPA. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le travail essentiel de cette organisation en faveur du bien-être animal. Alors pourquoi ça me tenait à cœur d'en parler ?
parce que déjà j'ai des chats depuis très longtemps, qui m'accompagnent depuis ma plus tendre enfance, et parce qu'en 2024, les abandons d'animaux augmentent considérablement, que les SPA, les assos, les refuges qui aident pour les animaux, pour les soigner, pour les adopter, pour sensibiliser, en fait, sont surbookés aujourd'hui. Ils n'ont pas assez d'aide financière et humaine pour accompagner tous les animaux délaissés. Et donc la SPA, pour information, est une association à but non lucratif fondée en 1845 en France, donc c'est pas tout jeune. Son objectif principal est donc de protéger et défendre les animaux en détresse pour leur offrir un refuge, des soins vétérinaires et œuvrer à leur adoption. La mission de la SPA, c'est de lutter donc contre la maltraitance animale, de promouvoir le respect et la protection de tous les animaux et de trouver des solutions durables pour améliorer leur bien-être. Alors aujourd'hui, la SPA, c'est plusieurs actions, donc c'est les refuges et les soins vétérinaires. En effet, la SPA gère des refuges à travers la France où les animaux abandonnés, maltraités ou perdus sont accueillis, soignés, nourris par des équipes dévouées de professionnels et de bénévoles. Il y a aussi la phase sur l'adoption. La partie adoption, ils vont faciliter l'adoption responsable, j'insiste bien sur le terme responsable, des animaux en mettant en relation les personnes désireuses d'adopter avec des animaux qui ont besoin d'un foyer aimant. Ils font des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les droits des animaux, la stérilisation, la responsabilité de la possession d'un animal de compagnie et d'autres questions liées au bien-être animal, et la lutte contre la maltraitance, donc pour secourir les animaux en danger, enquêter sur les cas de maltraitance signalés et travailler avec les autorités pour poursuivre les auteurs de cruauté envers les animaux. Donc au niveau de la législation, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas dans l'application de cette législation. Et en parlant de cette association, je voulais en profiter pour vous faire un petit focus sur deux sujets qui me semblent importants aussi en ce moment, dont on ne parle pas forcément assez. Et si vous aimez les animaux, si vous aimez vraiment les animaux, j'aimerais rappeler ces points importants, comme le fait de stériliser vos animaux, en particulier les chats, parce que beaucoup de gens ont des chats, et ils se disent c'est pas bien grave, on va pas les stériliser, les pauvres chats, mais je parle que ce soit des chats ou des chattes, des mâles ou des femelles, dans les deux cas c'est important de le faire. Il faut savoir quand même qu'un chat se reproduit extrêmement vite, une chatte peut avoir 2 à 3 portées par an, entre 1 et 10 chatons avec une moyenne de 3 à 5 chatons par portée, et qu'une seule chatte non stérilisée peut avoir plus de 150 chatons dans sa vie. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le site de SP Cachard-Levoix. Donc, c'est très important, et c'est pas parce qu'on a un chat mâle qu'il faut se dire je m'en fous, j'ai pas besoin de le stériliser. Non, il faut stériliser les chats, qu'ils soient mâles ou femelles, si vous voulez éviter de retrouver des chatons partout, qui grandissent, qui deviennent des chats errants, et ça prolifère très vite. Et si on aime tous ces petits animaux, faut en prendre soin, et pour prendre soin aussi d'eux, il faut penser à les stériliser. Et l'autre sujet qui est important, je pense, d'évoquer, parce qu'on n'est pas forcément au courant, on ne peut pas en vouloir toujours aux gens, parce qu'on n'est pas toujours au courant des réglementations justement qui viennent d'arriver, mais par rapport aux dons d'animaux. Il faut savoir qu'on ne peut pas donner aujourd'hui des chatons, des chiots, des chats, des chiens, n'importe quel animal, comme on a envie. Il y a des réglementations très strictes. Il faut savoir que le chat ou le chien, qu'il s'agisse d'un... Donc ça, les infos que je vous donne, c'est des infos que j'ai trouvées sur servicepublic.fr, et vous trouverez en tapant sur Google la législation, la réglementation autour de tout ça. C'est important d'être au courant, parce qu'on voit encore trop d'annonces sur le Bon Coin, Facebook et tout, et ça, c'est illégal. Donc le chat ou le chien, qu'il s'agisse d'un chiot, d'un chaton ou d'un animal adulte, doit obligatoirement être identifié par une puce électronique ou tatouage au fichier national d'identification des carnivores domestiques, ce qui s'appelle l'ICAD, ICAD. Le chien ou le chat ne peut pas être cédé gratuitement ou moyennant paiement sans être identifié. Et l'identification, elle doit être faite à vos frais avant la cession de l'animal. Et ça doit être fait par un vétérinaire, et ça va permettre donc d'attribuer un numéro unique et d'enregistrer au fichier national d'identification des carnivores domestiques les noms et adresses du propriétaire. Pourquoi c'est important ? Parce que ça permet d'identifier et de contacter le propriétaire si l'animal est retrouvé après avoir été perdu ou volé, et c'est aussi un moyen de lutter contre les trafics d'animaux. Au moment de la cession, vous allez devoir remettre au nouveau propriétaire de l'animal un document attestant cette identification et adresser dans les 8 jours au fichier national d'identification des carnivores domestiques, donc l'ICAD, le document attestant du changement de propriétaire. Il faut savoir aussi, et ça je ne savais pas, qu'il faut faire signer à l'adoptant,
puis conserver un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Et ça, c'est très bien que ce soit mis en place, mais je pense qu'il n'y a pas trop encore de contrôle là-dessus. Et donc, il faut remettre aussi à l'adoptant un certificat vétérinaire délivré par un vétérinaire au vu des informations portées à sa connaissance et d'un examen du chien ou du chat, avec entre autres les informations si l'animal a un passeport européen pour animal de compagnie et un numéro de passeport, si l'animal est stérilisé, un certificat vétérinaire de stérilisation, ou si l'animal est vacciné, vaccination réalisée. Donc vous avez toutes les informations complémentaires, je ne vais pas tout détailler ici, je vous ai lu quelques-unes du site servicepublic.fr, mais vous trouverez tout en ligne. Et je pense que c'est vraiment important d'être conscient de ça, parce que parfois les gens, je pense qu'inconsciemment, ils donnent des animaux, mais ils ne savent pas que la législation demande tout ça, et c'est vraiment important pour l'animal. Pensez à l'animal. Et j'ai envie de dire, si on ne prend pas en compte ces points aussi, c'est qu'on ne veut pas forcément le bien des animaux. Et il y a un proverbe qui dit que celui qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes. Bon, c'est un petit peu extrême, on va dire. Mais j'avoue que moi, parfois, plus le temps passe, plus je vois les actualités, plus j'ai envie de me dire que j'aime les animaux, mais j'aime moins les hommes. Donc, c'est pas forcément... Enfin, bref. Mais je voudrais plutôt utiliser cette citation de Gandhi, qui est célèbre, cette citation où il dit qu'on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Et la question est, quel peuple sommes-nous? Et quel peuple voulons-nous être? Donc, si vous voulez aider la SPA, vous pouvez envisager d'adopter un animal de compagnie. Alors, de façon responsable, comme le dit la SPA, vous adoptez un animal, un être vivant et pas un nounours. Donc, prenez bien en compte avant les contraintes qu'il y a. Les frais vétérinaires, les soins, les litières à changer. Si c'est un chien, allez le promener, le sortir. L'espace requis, si vous êtes dans un logement, une maison, vous avez un terrain ou pas. Est-ce que l'animal peut sortir? Pensez aussi, voilà, si vous aimez partir en vacances, en week-end, vous aurez peut-être cette contrainte, entre guillemets. Il faudra trouver des gens pour s'occuper de vos animaux pendant que vous n'êtes pas là, des refuges, etc. Donc, c'est vraiment important de penser à tout ça et éviter de prendre des animaux pour faire plaisir à vos enfants si vous-même, vous n'en voulez pas, parce que lorsque l'enfant grandit, s'il n'a pas envie de s'en occuper, c'est vous qui allez devoir vous en occuper. Et voilà. Donc, pensez vraiment à ça. C'est quand même un geste important et responsable que vous faites en adoptant un animal. Donc, faites-le vraiment si vous êtes prêt à vous occuper de lui. Vous pouvez aussi aider la SPA en faisant des dons pour soutenir le travail, ou offrir des fournitures. Souvent, ils cherchent de la nourriture, des couvertures ou des jouets pour les animaux. Donc, on peut vraiment faire avec ses moyens. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir bénévole si vous avez du temps libre, que c'est une cause qui vous touche, pour les aider à promouvoir le bien-être des animaux et les aider dans leurs tâches quotidiennes. Et encore une fois, je vous mets tous les liens en description du podcast. Nous terminons cet épisode spécial du podcast des Messiens DIY pour le podcaston avec une association dont j'ai pris connaissance il y a seulement quelques semaines, je vous l'avoue, mais dont j'ai été très touché parce que c'est un sujet qui me touche depuis le début et sur lequel on ne parle pas assez à mon goût. Moi qui suis quand même un peu féministe, un peu beaucoup, qui suis une femme, donc qui suis touchée par tout ce qui touche le droit des femmes aussi, et c'est un pays où le droit des femmes est fortement touché. D'ailleurs, celui des artistes aussi, parce que dans ce pays, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire de musique. Les femmes n'ont plus le droit d'être éduquées ou de travailler. Donc, c'est quelque chose de très grave qui se passe en ce moment. Et donc, l'association dont je vais vous parler maintenant s'occupe en fait d'aider ces femmes dans ce pays qui est totalement bouleversé, qui est l'Afghanistan. Et l'association dont je vais vous parler s'appelle Nayestan. Et Nayestan a lancé un programme qui s'appelle « Laissez-nous apprendre », dont l'ensemble des dons va permettre de financer directement et permet déjà de financer la création d'espaces temporaires d'apprentissage pour les jeunes filles afghanes qui sont privées d'enseignement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afghanistan est devenu le seul pays au monde qui nie totalement le droit des filles à l'éducation, refusant à toute une génération de jouir d'un des droits humains les plus fondamentaux. Et Nayestan a décidé d'agir. Et ce projet est soutenu d'ailleurs par l'ambassade de France. Alors, je reprends leurs mots. Je me suis permise de reprendre leurs mots, la façon dont ils expliquent les choses, parce que mon but est de donner de la visibilité au plus de monde possible sur cette action et ce qui se passe quand même, dont on parle très peu dans les médias, à part sur des chaînes indépendantes. Ce qui se passe est dramatique. Et c'est en réaction justement à la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, dont les conséquences pour les femmes étaient que trop prévisibles, que Dominique Dupuis
a décidé de créer avec des amis afghans et français une association, donc Nayestan, qui est dédiée au soutien des femmes et en particulier aux plus jeunes d'entre elles qui furent rapidement privées d'enseignement. Déjà active en Afghanistan depuis 2002 par le biais d'une association qui était déjà dédiée aux femmes dans les pays en guerre, Dominique Dupuis a pu y constituer au fil de ces 20 années un réseau fiable d'hommes et de femmes engagés pour l'éducation et le développement économique des Afghans dans une perspective d'égalité de genre. Nayestan procure entre autres des livres de classe, des fournitures scolaires, de quoi équiper, aménager la pièce en salle de classe et la préparer à affronter les rigueurs de l'hiver et de l'été. Il y a une indemnité qui est aussi donnée aux propriétaires pour garantir l'électricité, une éventuelle connexion Internet, parce qu'ils n'ont pas Internet comme nous en France, et à chaque enseignante lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est 6 jours par semaine que les jeunes filles peuvent se rendre dans des classes informelles pour assister à 4 heures de cours pendant lesquelles leur sont enseignées 8 matières. Donc il y a le Dari, Pashtu, l'anglais, les mathématiques, physique, biologie, chimie et l'enseignement religieux. Donc ces espaces n'ont pas comme seule vocation d'être un lieu d'apprentissage, puisque ces espaces représentent également un environnement sécurisant, un environnement de socialisation qui permet de restaurer un sentiment de normalité dans la vie de ces jeunes femmes et des enseignantes. Vous savez, c'est un peu le lien que je fais avec l'association que je vous ai parlé au début, Playing for Change, qui éduque par la musique, mais amène beaucoup de choses du côté humanitaire. Et Nayestan, c'est pareil. Ça permet d'éduquer, de continuer d'éduquer les jeunes filles, de permettre aux enseignants de continuer à pratiquer leur métier. Et au-delà, ça aide quand même sur beaucoup d'autres choses qui sont liées à leurs conditions de vie. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nayestan renforce le niveau des enseignantes qui soutiennent. Et ça passe par des formations en sciences développées et enseignées par un partenariat avec l'ONG Afran et des cours d'anglais dispensés en ligne par des formatrices depuis l'Afghanistan. Donc il y a l'éducation, je vous disais, mais pas que, parce qu'il y a quand même un gros sujet aussi en Afghanistan qui touche les femmes et les jeunes filles, c'est tout ce qui est traumatique et les troubles psychologiques. Il faut savoir que le maintien des autorités a des conséquences sur la population et en particulier la santé mentale des filles et des femmes. Il y a un chiffre qui est ressorti, c'est que 75% des patients qui se présentaient dans les services médicaux, souvent pour des problèmes psychologiques ou autres, étaient des femmes. Et bien qu'il n'y ait aucune statistique sur le suicide aujourd'hui là-bas, les cas de suicide des femmes sont très répandus, en particulier chez les adolescentes qui n'ont plus accès à l'éducation depuis bientôt 3 ans. 3 ans dont on n'en entend pratiquement pas parler. L'OMS a prévenu que le manque de financement du programme d'aide humanitaire en 2023 laisse 1,6 million de personnes souffrant de problèmes de santé mentale sans accès à des consultations et un soutien psychosocial. Et pour que cette prise en charge des jeunes filles et des enseignantes soit globale, Nayestan souhaite prendre en compte cette composante essentielle et donc développer le programme de soutien psychosocial. Et c'est ce que fait Nayestan donc depuis février 2024 sous la supervision d'une psychologue coordinatrice. Il y a 10 psychologues qui se rendent 2 fois par mois dans les espaces temporaires des provinces ciblées pour proposer des séances de conseil et d'écoute de groupe, mais aussi des activités ludiques aux élèves et aux enseignantes. J'avoue être très touchée de voir des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes dans ces réseaux, se battre pour permettre à ces femmes de retrouver certaines conditions de socialisation, de bien-être et ce droit d'éducation. On parle que d'éducation pratiquement ici. Et c'est incroyable de se dire, ici en France, où on se plaint pour beaucoup de choses, on se plaint après l'école, on se plaint après ceci, après cela. À quelques kilomètres de chez nous, il y a des gens qui risquent leur vie pour avoir le droit d'apprendre, pour avoir le droit d'être éduqués, d'avoir accès à l'information. Voilà, ils risquent leur vie aujourd'hui. Ils sont obligés de faire des classes informelles, cachées, pour ne pas se faire prendre et avoir le droit d'apprendre. Mais c'est quand même incroyable. Voilà, c'est quand même, je pense qu'il faut qu'on prenne du recul après sur nos vies quand on voit ça et que on a des moyens d'agir et d'aider ce genre d'action. D'ailleurs, Nayestan rappelle cette phrase que je cite de leur site où ils disent « Nous percevons l'éducation comme un levier de résilience capable d'agir sur l'ensemble de la population. » Et ce qu'ils font est juste incroyable.
parce que ce sont des associations qui ne sont pas forcément mises en avant pour des causes dont on n'entend pas forcément parler, en fait. Et ils se battent un peu dans l'ombre, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des reportages, il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas forcément sur tous nos médias mainstream. Et puis, on en entend parler dans les médias, les infos, on entend parler d'une chose, on en parle 2 jours, puis on passe à un autre sujet, puis on parle à un autre sujet. En attendant, les Américains, les Français, tous ceux qui étaient en Afghanistan et qui sont partis du jour au lendemain et qui ont laissé ce pays dans cette situation dramatique, je peux dire ça peut que nous toucher parce que je ne vais pas dire qu'on est responsable, mais on est un peu tous responsables de ce qui se passe, du sort de l'humanité partout dans le monde, parce qu'on peut tous agir, quel que soit l'endroit où on est. Et donc voilà, donc je voulais parler de Nalistan. Je vous invite à aller voir leur site, à les encourager. Comme toujours, vous pouvez faire des dons pour aider leurs actions sur leur site directement ou partager ce qu'ils font pour donner porter une visibilité à ces actions, à tous ces gens qui prennent des risques pour les autres, qui se battent pour les autres. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir du soutien et de sentir qu'on les soutient dans ces actions et d'apporter de la motivation. Je vous remercie pour votre écoute pour cet épisode spécial. L'objectif du podcaston est de planter une graine d'altruisme dans l'esprit des auditeurs pour vous encourager à être encore plus souvent bénévole ou plus souvent donateur ou aider encore plus les associations qui vous tiennent à cœur. Ça peut être simplement de partager un message autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je remercie encore Magali pour l'interview et sa participation importante et encore bravo à toute l'équipe du podcaston. Feel free.